Ça, c'est vraiment mon goal ultime. Il y a eu plusieurs fois où d'un coup, j'étais ah bah non, là, j'y arriverai pas, c'est la merde, je vais retrouver un job et puis voilà. La partie sélection, en fait, elle se fait sur qui est-ce qui va se relever. Et vous avez tout décidé en fait d'entreprendre à votre manière. Toutes. Si on regarde en arrière, on se dit en fait cette année j'ai fait plein de choses. Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui? Les filles, bienvenue chez Gilles Varone. Merci d'avoir accepté de venir. J'ai voulu réunir des entrepreneuses que j'ai croisées ou accompagnées partiellement cette année. Des femmes avec qui j'ai eu des échanges en général assez profonds sur plein de thématiques bien différentes. Des réflexions, parfois des doutes et surtout une immense envie d'avancer quoi que la vie nous réserve, quoi qu'il arrive. Alors ce midi, l'idée c'est de prendre un vrai recul sur cette année 2025, de revenir dessus, de regarder à quel point cette année elle a été intense, pleine de rebonds, de croissance, d'apprentissage, de plein de choses et de regarder ensemble comment est-ce qu'on veut créer l'année prochaine, qu'est-ce qu'on veut faire de notre futur en tant que femme entrepreneuse. Vous avez une énergie qui bouillonne, une envie de construire autrement. Vous avez des valeurs qui font que vous vous distinguez différemment dans tous vos projets et vous avez tout décidé en fait d'entreprendre à votre manière. Vous n'avez pas peur de vous remettre en question, de rater, de recommencer. Voilà, ça fait partie du parcours l'échec, mais vous avancez surtout avec beaucoup d'intuition, de courage et un profond désir d'impact. Alors ce soir, autour de la table, nous avons Camille, créatrice de contenu, une voix qui est authentique et engagée, qui inspire par sa créativité et son regard juste sur le monde. Et cette année, Camille, elle a été marquée par de jolis projets, dont un nouveau site internet qui va donner la suite, le pas à ta future activité, en tout cas à l'évolution de ton activité en tant qu'influenceuse, créatrice de contenu. On a Céline Arreton, entrepreneuse multifondatrice à la tête de 2 entreprises, un symbole de détermination et de vision, un leadership dont on va parler. Cette année, Céline, il y a eu beaucoup de choses, mais c'est surtout un équilibre que tu as cherché à avoir dans tous tes projets. Et puis on a Cindy, fondatrice d'Easy Crea, Graphic Media, un pilier pour la création digitale. Et cette année, malgré une très heureuse nouvelle, venue tout chambouler au milieu de tout ça, tu as maintenu tes objectifs business et c'est un objectif qui n'est pas forcément simple à tenir compte tenu de ce qui peut se passer, on va revenir là-dessus. Et finalement, Aude, entrepreneuse, multi-projet, il n'y a pas que Oralima, il y a beaucoup d'autres choses derrière, toujours en mouvement, toujours dans l'action et souvent dans l'ombre en fait, parce qu'on ne va pas toujours faire ces choses-là et souvent ça avec Aude, on la revoit quelques mois plus tard et elle a accompli plein de projets différents. Mais cette année, en fait, tu as su mettre un objectif qui est de taille et on ne parle pas juste de poser simplement ses limites, on parle aussi de vraiment les appliquer les limites et de faire savoir qui on est, à qui doit l'entendre. Pour le repas, on va aborder 5 thématiques avec 5 femmes, y compris moi. Vous allez avoir la surprise de mathématiques en fin de repas. Chaque discussion, ce sera une invitation à réfléchir sur ce qu'on a accompli, sur ce qu'on veut transformer et la manière dont on souhaite continuer à entreprendre de notre manière, toujours avec sens, équilibre et ambition. Camille, en 2025, du coup, tu nous as impressionnés par ta croissance en fait sur les réseaux sociaux, toutes les vidéos. Tu postes une vidéo par jour, hein, oui, presque, quasiment. Beaucoup de mandats, beaucoup de partenaires et surtout des projets un petit peu plus behind the scenes. Ça a été quoi ton moteur cette année pour driver tout ça? Je pense que mon moteur principal, c'est l'humain. C'est vraiment l'envie de partager et d'animer un peu les gens, leur partager des astuces, des idées d'activités et de les motiver à sortir. Donc je pense que mon moteur principal, c'était ça. Et après, bien sûr, j'avais aussi des objectifs personnels que j'ai réussi à atteindre. Je suis trop contente. Facilement, ouais. Est-ce qu'il y a eu un avant-après, je ne parle pas que de cette année, entre Camille d'avant qui démarre et Camille cette année qui impose son ambition? Je pense quand même que oui, déjà je suis plus à l'aise dans ce que je fais et dans qui je suis. Je me suis aussi trouvée et j'ai trouvé pourquoi en fait je faisais tout ça, quel était mon moteur et quelles étaient mes valeurs qui sont maintenant très claires à mes yeux. Qu'est-ce qui vient déclencher est-ce qu'il y a un déclic ou est-ce que ça se fait au fur et à mesure quand on trouve son pourquoi? Je pense qu'il y a eu un déclic pour que je me lance à 100%. Et après, c'est un petit peu aussi l'apprentissage de la vie, l'expérience. Donc je pense que ça se fait
au cours avec le temps et les rencontres aussi. Il y a des rencontres qui marquent et puis qui t'aident à évoluer dans ce que tu fais. Ouais, et dans le bien comme dans le mal, hein. Il y a des rencontres qui peuvent te dérouter et te changer complètement. Est-ce que finalement ces valeurs, il y a une ambition derrière? Est-ce que tu l'affiches ou est-ce que tu fais ça discrètement? Je pense que je fais ça discrètement parce que c'est pas vraiment l'essence même du type de contenu que je partage. Par contre, ils sont quand même très clairs de mon côté à titre personnel. J'affiche peut-être plus mes ambitions d'un point de vue sport, où je vais partager mes prochaines courses et puis voilà, mes objectifs comme des semi-marathons, etc. Parce que pour moi, c'est aussi un sujet qui est un peu moins tabou et qui permet aussi aux gens de se motiver dans ce domaine-là. Complètement, ouais. Et toi, est-ce que tu sens que les gens voient ça ou est-ce qu'ils voient que la Camille en surface des réseaux sociaux? Comment est-ce que tu te connectes à ta communauté par rapport à ses ambitions et ses valeurs? Je pense quand même que la plupart des gens, ils se rendent compte et de plus en plus, ils se rendent compte du travail investi. Donc, ils arrivent à imaginer que derrière, il y a des ambitions et des objectifs. Comment tu le vis à l'intérieur, toi? Moi, j'avoue que je me pose pas trop de questions. J'y vais. En fait, je fonce avec le cœur, mais j'y vais quoi. Est-ce que vous les filles, vous avez ce truc où vous vous posez justement pas trop de questions, vous y allez, vous réfléchissez pas trop? Je dirais que moi c'est plutôt l'inverse, j'ai peut-être tendance à trop réfléchir. J'admire beaucoup justement quand il y a de l'envie comme ça et puis qu'on arrive à se lancer. Moi je sais que j'ai besoin de tout planifier, de voir comment je vais faire les choses avant de me lancer. Ça me donne de la confiance de fonctionner comme ça. De manière générale, j'ai une plus grande question à vous poser. C'est quoi votre définition de l'ambition, justement? Est-ce que c'est oser voir grand? Est-ce que c'est juste être qui on est? Est-ce que c'est juste atteindre des objectifs? C'est quoi l'ambition pour vous? Moi, je pense que c'est réussir. Souvent, on se fait beaucoup d'idées mentales et puis on imagine plein de choses, on dit le jour où, et puis on est beaucoup dans ce rêve imaginaire. Et en fait, je pense que l'ambition, c'est d'oser aller à la rencontre de ça, puis de commencer à le matérialiser, oser mettre le premier pas, et puis ça fait toute la différence, je pense. Est-ce que vous avez une manière spécifique? Parce que Camille, bon, c'est les réseaux sociaux, il y a cette dualité entre montrer ce qu'on fait et faire ce qu'on fait dans le privé. Comment est-ce que vous le matérialisez? Comment est-ce que vous l'exprimez, votre ambition? C'est pas une question facile, hein. Moi, moi, finalement, je pense que c'est aussi dans les actions, parce que c'est là où tu peux te retourner. Tu te dis, cette année, je pense toutes, si on regarde en arrière, on se dit, en fait, cette année, j'ai fait plein de choses. Et puis parfois, quand on a la tête dans le guidon, on ne voit pas. Et c'est aussi pour ça que c'est important de se mettre des objectifs ou d'avoir des blocs sur l'année. Et puis tu te dis, en fait, j'ai vachement avancé quand même. Donc, et puis... Ouais. Je pense que l'ambition, c'est avoir peur, mais le faire quand même. Ouais. C'est ce truc de se dire où je pense que la plupart des gens ils attendent de ne pas avoir peur mais en fait non, il y a cet adage qui dit la motivation vient de l'action et pas l'inverse, et c'est exactement ça en fait. Tu dois d'abord agir pour avoir cette motivation et puis te libérer de tes peurs. Et comme elle disait Camille, moi j'ai eu ce truc cette année où je me suis dit en fait j'ai atteint des objectifs, c'était un peu la séquence, hein. J'ai atteint des objectifs et je me suis dit mais en fait je peux y arriver, j'y arrive facilement en fait. Donc j'ai commencé déjà à voir plus grand et là je trouve qu'il y a une autre problématique qui s'ouvre parce que du coup j'ai commencé à voir un petit peu trop grand. Mais après si c'est trop grand, c'est de la vision plus qu'un objectif court terme, hein. C'est voir grand sur le long terme. Et c'était me retrouver un petit peu au milieu. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on ne peut pas exprimer sur les réseaux sociaux. On peut pas venir et dire voilà, moi je rêve de devenir Elon Musk ou voilà, on peut pas faire ça. Mais par contre, ça se voit dans nos actions et c'est toujours porté par nos valeurs. Ouais. Ça, c'est un point sur lequel je voulais venir, c'est que pour moi, l'ambition, c'est de savoir atteindre tes objectifs sans te perdre en chemin et être toujours en accord avec tes valeurs. Ouais, c'est ça, en alignement. Et du coup, pour ça, Camille, en début d'année, on s'est vus. Et je voulais te ramener ça. Et peut-être, justement, ça va te faire donner envie de pleurer. Ça va te faire avec ce que tu viens de dire, en fait. Oui. Ouais. Parce qu'en fait, je rêvais d'être en alignement en fait, avec ce que je faisais, ce que je partageais et qui j'étais. Et j'avais le rêve d'habiter dans une maison et qui a commencé à être possible en début d'année. Et maintenant que j'ouvre, j'y suis et j'ai emménagé depuis 2 mois. Et on avait fait ça. Et du coup, ce sera pour les petites cacahuètes à la maison. Dingue. Ouais. Trop cool.
Et je me sens alignée avec moi-même et avec ce que je fais maintenant. Je crois que c'est mon plus bel objectif de cette année, au-delà de l'aspect financier et de tout le reste. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, être ambitieuse, alors je pense que vous avez votre vision de la chose, mais est-ce que ça fait peur aux yeux des gens qui n'en ont pas forcément d'être ambitieux? Non, moi je pense que ça peut faire peur, mais c'est peut-être plutôt quand on les envie qu'ils nous font peur. Souvent, quand tu parles de tes projets, quand tu casses les codes et puis que tu fais des choses que personne n'a fait, il y a pas mal de remarques qui disent « mais en fait, t'es sûr que c'est une bonne idée ?» et en fait, t'es plutôt maîtrisé par la peur de l'autre. Et puis du coup, ça te bloque dans ce que tu as envie de faire. Et je pense que ça peut faire peur parce que c'est pas conventionnel. Je trouve qu'à partir du moment où surtout quand tu commences à en parler de tes ambitions, c'est là où tu vois tout ton cercle autour de toi changer. Ouais, c'est vraiment le moment où tu as le tournant, où tu vois les personnes qui te suivent un peu là-dedans justement, ou les moments où tu as les gens qui, comme Aude disait, soit jalousent un peu, soit sont pas du tout dans la même optique et du coup restent un peu à côté, soit de manière assez sympa, soit en jugeant, et puis là c'est un peu plus compliqué. Mais ça, ce que je trouve fou, c'est qu'au début, quand tu te lances, il y a beaucoup de ton entourage, il y a des gens de ton entourage qui vont te juger et qui vont limite te dire tu vas pas y arriver, et après ce sera les premiers qui seront là quand tu auras réussi pour dire ouais en fait à trop assurer, moi je t'ai soutenu, puis en fait au début ils étaient droit à l'inverse. Et tout le monde partage cette expérience, c'est vraiment un truc universel et c'est ce que tout le monde dit et en même temps c'est tellement vrai. Je me rappelle au tout début quand je me lançais aussi, je voyais ces vidéos de gens qui disaient exactement la même chose et j'étais mais non, moi mon cercle ça va être différent. Et en fait pas du tout. Pas du tout. Vous avez perdu beaucoup de gens ces dernières années en vous lançant. Moi ce que je trouve fou, c'est ce que je disais, c'est que souvent tes proches ils vont pas t'encourager et puis même si tu suis sur les réseaux ils vont pas forcément commenter, ils vont pas forcément être là derrière. Par contre t'as des inconnus, ils vont te donner tellement d'amour. Tu dis mais comment c'est possible? Et puis en fait ça s'inverse complètement et tu te rends compte que ce que tu partages peut-être que ça répondait pas à ton entourage et c'est aussi pour ça que je pense qu'à fur et à mesure tu t'éloignes de ton cercle en fait. Il y a peut-être une partie de l'entourage qui a peur un peu pour toi, surtout je parle de l'entourage proche qui va rester et après tu as le reste, mais la peur je pense aussi qu'il peut faire beaucoup. Les premières fois où j'ai été confrontée à ça, ça a été vraiment quand j'ai arrêté les études pour aller travailler. On m'a dit tu vas jamais retourner aux études, tu vas finir dépravé, je sais pas quoi, parce que t'as pas de diplôme, tu vas pouvoir faire que caissière ou serveuse et comme ça. Et en fait, non, je pense qu'on suit justement une force de caractère, une ambition, une vision. Et tant qu'on la lâche pas, on y arrive en fait. Vise la lune, t'atterrir dans les étoiles, il n'y a rien de plus vrai que cette phrase, quoi. Alors on a la chance d'être chez Gilles Varrone, un restaurant d'exception situé à Savièse en Valais. C'est un lieu qui est à la fois chargé d'histoire et de chaleur humaine, mais surtout avec un mot avec lequel j'aimerais le décrire, c'est l'excellence. Et je pense très sincèrement que vous avez tout entre vous aussi cette excellence qui fait partie de vos valeurs et qui fait que vous avancez aussi bien dans vos business respectifs. Et du coup, je voulais aussi remercier Laetitia et Gilles qui ont rendu ce tournage possible dans un cadre en fait qui reflète exactement ce que j'avais envie que ce soit, c'est-à-dire simple, vrai, généreux. Et puis surtout, un grand merci à notre seul et unique sponsor Morand, partenaire du coup de cette rencontre. C'est une maison valaisanne qui est assez emblématique et qui soutient du coup des projets locaux. Une belle initiative et vous allez voir que ce midi, on a préparé un cocktail, un clin d'œil déjà au pur jus cassis qui est fabriqué en Valais et qui est surtout en fait le sirop préféré de Gilles. Aude, en 2025, ton entreprise, enfin une de tes entreprises, a connu un vrai chaos. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la traversée, ce que tu peux nous en dire? C'est vrai qu'il y a eu une grosse restructuration, donc ça n'a pas été facile et puis il a fallu aussi revoir les rôles, revoir pas mal de choses, donc c'était une année d'introspection et puis une année de remise en ordre aussi. Et comment est-ce que tu l'as vécu émotionnellement, par quoi tu es passée avec toute cette restructuration, parce que la manière dont tu nous le dis là, ça a l'air d'être simple et facile, mais en vrai ça a été quand même pas mal de... Il y a eu de l'administratif, il y a eu la gestion de personnes, il y a eu un peu tout ça qui a fait que c'était quand même compliqué. Oui, c'est sûr que ça a été un peu par tous les montagnes russes, et puis en fait c'est pas évident parce que souvent on dit qu'il faut quand même prendre du recul entre son business et puis qui on est, et en fait je trouve que ça c'était peut-être la partie la plus difficile de réussir à prendre de la hauteur et puis à se regarder avec un peu de recul et se dire en fait c'est que entre guillemets en business mais quand tu mets toute ton âme, que tu y as aussi mis toutes tes valeurs, c'est vrai que c'est pas toujours évident
Donc oui, en fait, il faut naviguer dans la tempête. Et puis souvent on dit que le bateau il a tangué mais il n'a pas coulé. Donc il faut aussi savoir que peut-être la tempête elle va finir par s'arrêter. C'est beau ce que tu nous dis parce que du coup tu es encore dedans foncièrement, enfin t'as une certaine étape de tout ce qui se passe. Quel recul t'as, parce que ça fait quand même quelques mois que ça dure, quel recul t'as et qu'est-ce que tu conseillerais à la Aude qui est en train de rentrer dans cette étape-là du début d'année? Déjà je lui dirais je serais peut-être plus douce avec moi-même et je pense que ça fait vraiment partie de l'entrepreneuriat. En fait, il ne faut pas oublier qu'on est là pour tout le temps régler des problèmes. Je pense que c'est vraiment notre rôle d'entrepreneur. Et puis, en fait, ça fait partie de mon quotidien. Et si je continue, je ne peux pas me dire il faut que j'arrête ou c'est un mauvais choix stratégique parce que ce n'est pas le cas. Je pense juste que c'est bien de remettre de l'ordre et de toute façon, ça fait partie, le chaos, il fait partie aussi du chemin. Donc je pense que quand tu le traverses juste, ça t'aide justement à y voir plus clair, ça t'ouvre des nouvelles perspectives et puis tu sais c'est comme quand il y a une forêt qui brûle, souvent on dit que quand elle brûle c'est pour qu'elle puisse renaître de ses cendres et puis je pense que ça fait aussi partie de la nature, des cycles, donc il faut aussi l'accepter. Est-ce que ça s'anticipe ou est-ce qu'il y a vraiment des choses, c'est pas possible d'anticiper? Non, moi je pense pas. Je pense que c'est comme la vie en fait. Des fois il y a un truc qui te tombe sur le coin du nez et puis c'est peut-être forcément dans le moment où tu as beaucoup de projets et puis voilà, je pense qu'il faut accepter que du jour au lendemain il y a tout qui peut changer et je pense qu'il faut aussi l'accepter comme un vrai cadeau. Moi pour être honnête avec vous, depuis que j'ai commencé, j'ai pas connu des phases où voilà, j'ai pas eu des gros problèmes, j'ai jamais rien eu de grave qui me soit arrivé dans le business et ma nature anxieuse va faire que je vais énormément anticiper les choses et me dire et s'il y a ça, et s'il y a ça, et s'il y a ça, qui est d'ailleurs je trouve un poids mental à supporter un petit peu tous les jours. Et du coup, j'ai quand même des moments où je me dis que c'est difficile. Est-ce que selon vous les filles, il faut tomber il faut vraiment toucher le fond pour se redéfinir, pour vivre mieux les choses? Est-ce que c'est important de tomber finalement? Je pense pas que tomber c'est le plus important, mais je pense que tu peux pas être entrepreneur et pas être dans ce milieu-là si tu sais pas rebondir, quoi qu'il se passe. Que ce soit du positif, du négatif. Mais si tu n'as pas cette capacité de rebondir, c'est là où finalement, s'il se passe quelque chose de mal, tu te laisses couler, etc. je pense. Je pense aussi que c'est ça qui fait que tu réussis, parce qu'en fait, au final, tout le monde tombe à un moment donné ou à un autre. Donc la partie sélection, en fait, elle se fait sur qui est-ce qui va se relever. Et clairement, c'est super important de développer des capacités de résilience. Moi, je vais faire une petite référence à ma mère qui est entrepreneur, qui a coulé 7 business. 7. J'ai vécu ça toute mon enfance en fait parce que j'étais avec elle, donc moi les hauts et les bas de l'entrepreneuriat je les ai vécus mais plein pot et au final au 8e c'est là où elle a tout pété et voilà 7 fois quoi. C'est beau ce que tu dis parce qu'il ne faut pas oublier en fait. Et puis moi je sais pas si ça fait partie de ma personnalité mais j'ai l'impression que je dois souvent aller au fond du truc et puis je dois aller bien bas pour rebondir et puis souvent au début, tu te dis mais pourquoi ça m'arrive maintenant alors qu'il y a tout qui était bien, que c'était agréable. Enfin, tu sais, t'es dans le confort, donc t'as pas envie d'aller dans l'inconfort. Mais 2 ans après, tu te retournes justement et tu te dis mais heureusement que ça arrivait parce que peut-être j'avais pas vu les signaux et puis c'est exactement ça dont j'avais besoin. Donc je pense qu'il faut aussi faire confiance à ça parfois. Tout son chemin de vie. Ouais, complètement. Après, je pense qu'on a différentes manières de considérer tomber en fait et à quelle profondeur on va parce que c'est pas pour tout le monde pareil. Je me rends compte que la fameuse résilience, parce qu'on en parle tous en tant qu'entrepreneur, enfin tout le monde te dit il faut être résilient. Et moi par exemple, il y a pas longtemps, il y a un partenaire qui a souhaité arrêter une de nos collaborations qui se passait pas de manière optimale. Et c'est vrai qu'il y a 1 an, 2 ans en arrière, ça m'aurait détruit en fait d'avoir quelqu'un qui veut arrêter de travailler avec moi. Et aujourd'hui, en fait, j'ai compris pourquoi et j'ai accepté et puis on a rompu le contrat et puis voilà quoi. Mais du coup, je me dis, finalement, est-ce que la résilience, elle t'empêche pas du coup de tomber de plus en plus bas et d'être... Moi, j'ai vécu quelque chose de similaire et en fait, je me suis fait un petit peu entourlouper dans un contrat. Du coup, je me suis rendu compte au dernier moment avant de signer. Et j'ai réclamé les conditions qui étaient discutées au préalable et on m'a dit non, c'est pas possible. Donc j'ai laissé couler. J'étais super déçue parce que j'avais mis tout mon cœur dans ce partenariat. Et au final, au courant de l'année, j'ai eu quelque chose d'encore mieux, que ce soit au niveau des valeurs et d'un point de vue financier aussi. Et là, je me suis dit, ok, j'aurais pas dû me mettre dans tous mes états au final parce que la vie, elle te prévoit quelque chose peut-être d'encore mieux.
Mais c'est souvent le C'est cas. dur à Dès accepter sur le que moment. t'as un renoncement, même si c'est pour un appart ou quoi, tu dis c'est exactement ce que je voulais, tu te rends compte 6 mois après que t'aurais pas voulu être ailleurs. Ça, et c'est dur de l'oublier parce que quand t'es dans le moment, c'est tellement vif que il y a cette part émotionnelle quoi. Je pense qu'il y a avoir confiance en l'avenir. Ouais. Et bon, après, on rentre dans des discussions spirituelles et tout ça, mais disons avoir confiance en l'avenir et en sa capacité à gérer quoi qu'il arrive. Ça, je pense que trust the process, c'est exactement ça. C'est vraiment la phrase. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de tout traverser, quoi. Est-ce que je peux vous poser une question aussi ou pas Parce que du coup, je trouve que ça rebondit sur le fait qu'en tant qu'entrepreneur, on arrive à faire les choses toute seule. On a ce côté indépendance et moi, je sais pas vous, mais moi, ça m'a aussi rassurée de me dire que si je tombe et qu'il n'y a plus rien, en fait, demain, peut-être j'ai les idées et puis en fait, je peux me remettre en route. Donc, je pense que ça nous donne du pouvoir aussi. On se sent un peu intouchable sur les bords, dans le sens où, quoi qu'il arrive, on sait qu'on va pouvoir y arriver d'une manière ou d'une autre, en fait. Je sais pas si c'est un peu tête brûlée, mais moi je me sens aussi comme ça. Je me dis, si ça coule, je redémarrerai avec autre chose. En fait, à ce jour, je sais créer un produit, le vendre, le marketer et puis trouver une audience. Je l'ai fait à multiples reprises et du coup, je me dis, en fait, qu'est-ce qui peut m'arriver, quoi. Le pire, tu licencies tout le monde et puis tu fermes les portes et voilà, quoi. T'as pas envie, mais au T'as fond, pas tu envie, sais que mais tu peux. Et puis, voilà, et par contre, il y a 5 ans, tu vois, j'avais pas cette capacité ou j'avais pas cette conscience-là de moi. Et puis, du coup, c'est agréable aussi, je pense. Complètement. Je crois que moi, les meilleures idées que j'ai eues dans mon business, c'est les moments où j'étais limite en train de chercher des petites annonces sur LinkedIn de job. Il y a eu plusieurs fois où d'un coup j'étais non, là j'y arriverai pas, c'est la merde, je vais retrouver un job et puis voilà. Parce que pression financière, pression de plein de trucs. Et à ce moment-là, je regardais, et puis après je regardais un peu les salaires qu'ils proposaient, des trucs comme ça. Je disais, ouais, mais si je crée ça et que je le vends tant de fois, en une semaine, je me fais ce que je peux me faire en un mois. Et puis en fait, c'est là où tu as les idées, que tu te bouges les fesses, entre guillemets, et que tu fais les choses et tu rebondis, quoi. Complètement, ouais. Et du coup, par rapport à ça, j'ai une question pour vous. Vous savez, il y a beaucoup de... J'ai entendu plein de fois ça dans les podcasts entrepreneuriales, etc. On va vous dire que les Français, parce que c'est souvent France-États-Unis qui est comparé, les Français vont mal considérer l'échec, c'est mal vu d'avoir un échec, alors qu'aux États-Unis, ils embrassent ça, que c'est bien d'avoir l'échec. J'arrive pas à ce jour à déterminer est-ce que l'échec est bien ou pas, en fait. J'arrive pas à savoir comment est-ce que je considère l'échec. Vous, c'est quoi votre rapport à l'échec ? C'est jamais agréable. Quelle que soit la finalité, c'est jamais agréable de passer par un échec. Mais je pense que c'est une manière d'apprendre aussi. Et en fait, le plus important, c'est de garder vraiment les apprentissages que ça va te donner pour pas les reproduire. Et à chaque échec, d'avoir potentiellement un nouvel apprentissage. Mais de pas... si tu fais 3 fois le même échec pour 3 fois les mêmes raisons, là, potentiellement, faut te poser des questions. Mais si à chaque fois, c'est pour des raisons différentes, au bout d'un moment, ça fonctionne, quoi. Parce que tu fais plus ces erreurs-là. Moi, je pense que la folie, c'est d'imaginer qu'on ne pourra pas faire d'échec. C'est impossible, sinon c'est impossible, tu peux pas. Céline, toi, ça fait quelques années maintenant que tu évolues dans le monde de la tech. Donc du coup, de par ta position, tu côtoies quand même des grands décisionnaires et t'en es une toi-même. Comment on s'affirme dans un milieu comme ça ? Quelle place on peut avoir en tant que femme ? C'est une très bonne question, une question que je me suis posée pendant de nombreuses années. Et je vais mentionner quelque chose que toi, tu as mentionné avant Camille. Je pense que c'est important de bien connaître son identité. Et j'aime beaucoup le monde du business pour ça, surtout quand on est entrepreneur, où en fait, on va dans le business pour réussir initialement, et en fait, on se découvre tout au long du chemin. Et je pense que le business, c'est une forme de miroir de soi, où à travers les difficultés, les événements positifs, etc., on en apprend beaucoup sur soi. Et je pense que le leadership ou se faire une place, etc., c'est quelque chose qui se construit en fait. Et c'est pas on débarque, ça y est, on est leader, on sait comment faire. On en apprend sur soi et on en apprend sur son style de leadership. On en apprend sur quel type de personne on a envie d'incarner dans le business. On en revient aussi à la question des valeurs. Et je pense que plus on en apprend sur soi, plus on peut s'affirmer. Parce que s'affirmer sur une identité qui n'est pas construite, c'est construire dans du sable, quoi. Donc je pense que c'est important de poser les bases de sa maison, c'est-à-dire qui je suis, quel type de leader j'ai envie d'être, comment est-ce que j'ai envie de m'imposer dans ce monde-là,
Et ensuite de double down, de s'affirmer là-dessus, quoi. Et ça, je pense que c'est important. Donc il y a une question de valeur et d'identité, mais il y a un état d'esprit aussi, parce qu'on ne peut pas y aller sans un état d'esprit positif par rapport à cette place qu'on veut avoir, en fait. On ne peut pas partir perdant, en fait. C'est aussi ça, je pense. Clairement, et je pense que avoir des rôles modèles, c'est super important. J'ai parlé un peu plus tôt de ma mère. Je pense que sans elle, je n'aurais pas du tout eu la confiance que j'ai. Je pense parce que de manière générale, les femmes, on part avec un déficit de confiance qu'il faut combler. Moi, j'ai l'impression d'avoir passé ma vingtaine à combler un retard de confiance que des personnes du sexe opposé peut-être n'avaient pas. Et donc, Dieu merci, avoir un soutien aussi autour de soi. Moi, j'ai eu mes premiers fans à la maison, mon papa, ma maman, qui m'ont encouragée à viser plus haut et à me dire si c'est possible. Mais aussi réaliser que la chaise, c'est toi qui l'amènes à la table. Il n'y a personne qui va te la donner. Et si toi, tu ne te promeus pas toi-même, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Et je pense une fois que tu as réalisé ça et que tu es conscient que tu dois pas nécessairement parler fort, mais faire des coudes, ouais. Mais ouais, te faire ta place, quoi. Ouais, complètement, ouais. On va pas te la donner. Ouais, moi je dis souvent, parce qu'il y a plusieurs sujets là, mais je dis souvent, il y a la phrase derrière un grand homme, il y a une grande femme. Moi, je trouve aussi que derrière une femme, enfin moi en tout cas derrière moi, il y a un soutien énorme et c'est mon copain. Et je me dis que je ne serais pas capable d'autant performer et de prendre ma place si j'avais pas quelqu'un derrière qui me soutenait, qui croyait en moi, qui à aucun moment me descend par peur de mon ambition ou par peur de là où j'ai envie d'aller. Et je pense que ça passe par différents types de personnes, hein, mais moi c'est clairement la personne qui partage mon quotidien. Et toi, dans ce sens, du coup, alors tu es à Zurich, tu as fait aussi plusieurs endroits, tu es à l'EPFL aussi de temps en temps grâce à tes projets. Donc tu as développé un réseau qui est quand même important. Ce que j'aime bien aussi en discutant avec toi, c'est que tu as les valeurs tellement fortes dans ta manière de réseauter ou de rencontrer des gens ou d'être avec des gens. Tu vas vraiment sélectionner les gens que tu choisis. Est-ce que c'est important, à quel point le réseau justement il est important et ça fait partie d'une stratégie pour prendre sa place finalement? Là-dessus, je suis bien affirmée. Non, pour moi, je pense que, étant donné l'ère dans laquelle on va, si on réfléchit avec l'avènement de l'intelligence artificielle, pour moi, le degré de ce qui va être produit, le degré de qualité, en fait, il va s'aligner en fonction de qu'est-ce que l'intelligence artificielle est capable de produire. Et donc, ce qui va te différencier toi en tant qu'humain, c'est à quel point tu es connecté. Juste dans le monde du business, je vois la difficulté aujourd'hui, c'est pas de produire. La production, elle est facilitée, tu trouves des personnes, il y a des ressources. Ce qui va faire la différence, c'est par exemple, comment est-ce que tu vas rentrer en contact avec tel décisionnaire de grande boîte parce que tu dois closer un deal avec lui. Donc, tout ce qui est compétences humaines, que ce soit réseau, que ce soit capacité de négociation, que ce soit capacité à te relationner avec les personnes de ton entourage, ça pour moi aujourd'hui c'est des compétences qui sont juste indispensables. Et non remplaçables par l'intelligence artificielle. Non remplaçables et qui vont même prendre en valeur avec le temps. Donc moi aujourd'hui je suis assez stricte là-dessus. Mon réseau, je l'ai concrétisé par, j'ai vraiment une base de données, j'utilise mon logiciel de gestion de projet, vous utilisez ce que vous voulez, mais j'ai vraiment mis de l'intention et de la conscience là-dessus, où je documente tout, mais tout, qui est en contact avec qui, dans quel secteur d'activité ils sont, quel est le lien avec tel projet, et ça me permet comme ça d'avoir une vue d'ensemble sur mon réseau. Si vous me dites aujourd'hui que vous utilisez LinkedIn, pour moi c'est juste pas possible de traquer avec LinkedIn, il faut vraiment avoir un système. Ouais, sa base de données, son propre CRM. Sa base de données, son propre CRM, et l'utiliser religieusement. Ouais. Surtout que toi, tu en as besoin parce que la levée de fonds, c'est compliqué. C'est que ça. C'est que ça. C'est que ça. Donc tu as besoin d'être hyper sharp, encore plus à cause de l'histoire de la levée de fonds. Et intentionnel sur avec qui je passe du temps. Et c'est pas que être intéressé ou quoi que ce soit, c'est juste être aligné avec ses objectifs et la manière dont tu distribues ton temps dans ta semaine. Tu vois. Les filles, j'ai une question un peu à vous poser parce que ce que j'aime chez Céline, c'est t'as vraiment une incarnation du leadership. On te sent puissante. Mais j'ai jamais eu le moment. Non mais c'est vrai, on te sent puissante, tu vois. On te sent puissante, mais à aucun moment j'ai l'impression que tu débordes et qu'on voit quelqu'un qui fait trop. Et je trouve que tu maîtrises vraiment bien cette limite. Est-ce que c'est possible d'être ambitieuse sans sacrifier la femme qu'on est, la douceur qu'on peut avoir et la sensibilité? Bah oui, du coup.
Vous avez déjà dépassé les bornes où vous vous êtes dit, punaise, là, je suis un homme. Moi, je pense que ça fait justement notre force, tu vois. Peut-être qu'on a aussi ce côté plus nuancé, plus... comme tu disais avant, on réfléchit peut-être un peu plus. Donc moi, je pense que c'est une force. Par contre, là où ça devient une faiblesse, c'est si on veut faire comme, tu sais. Parce que souvent, t'as ce truc, il faut être une badass, t'as un peu ces trucs d'inspiration. Des fois, c'est très masculin comme énergie. Tu peux un peu te perdre là-dedans, puis t'as l'impression que tu dois être dur, tu dois être ferme. Et je pense que c'est un équilibre à trouver, et puis tu peux te perdre là-dedans au début. Ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans la peau d'un requin, tout d'un coup, et vous vous dites, c'est trop là? Ouais, c'est pas moi. Ouais. Je dirais non, mais la grande force, c'est de savoir s'adapter en fonction de la situation. Parce que ça rend bien service. Et l'énergie masculine, par rapport à ce que tu disais, moi j'ai beaucoup été là-dedans. J'ai grandi, mon rôle modèle, ma mère est quelqu'un qui est énormément dans l'énergie masculine, la puissance, la rapidité, très tranchée, penser dans la blanche, etc. Et j'ai beaucoup été là-dedans. Et étonnamment, ça marche beaucoup mieux pour moi dans le business depuis que je suis plus dans mon énergie féminine. Ah ouais. Alors que je suis dans un milieu très masculin, plus je suis féminine, plus ça se passe mieux. Et je dirais même les qualités féminines dont tu parlais, notamment l'écoute. L'écoute, c'est pour moi l'arme silencieuse la plus puissante en négociation. Et souvent, tu es face à des gens qui parlent trop, mais c'est bien, ils te donnent plein d'informations. Et quand tu bosses sur des deals, là j'ai un deal, j'en peux plus, ça fait 1 an que je bosse dessus. C'est plusieurs millions qui sont en jeu. Quand tu bosses sur ce genre de deal, la moindre information que tu as, ça peut te mettre ça peut te faire pencher la balance dans ton côté, et c'est ça qui va te faire gagner. Donc ces qualités-là, je trouve, c'est un super pouvoir, et en fait on s'en bat contre ça. Et c'est quoi l'autre extrême du coup Parce que je crois qu'on a tous à table cette énergie masculine, hein. Sinon je crois pas qu'on pourrait... Oui, c'est vrai. On pourrait pas y rester. C'est vrai qu'en début d'année, j'avais fait un profil énergétique et elle m'avait dit que j'étais dans une phase plus dans la masculinité. C'est fou. Parce que je cherchais ça. Ouais. T'as envie de prouver, tu vois. Pas prouver, mais t'as envie. Comme je disais avant, elle t'a dit j'ai réussi mes objectifs, puis t'as ce que j'ai envie de gagner. Peut-être que j'étais dans cette phase-là. Vous avez déjà été dans l'inverse du coup, genre vraiment la phase, il n'y a pas d'énergie masculine. Je vous pose la question parce que je me demande à quoi ça ressemble. C'est sûr que si t'es que dans la créativité et que tu rêves toute la journée, de nouveau, tu peux pas concrétiser, donc je pense que c'est en équilibre. Je l'ai jamais été, je pense, mais j'ai beaucoup eu de personnes au début de mon aventure entrepreneuriale qui étaient un peu là-dedans. Et le pire qu'il y avait, c'était le fait qu'elles n'osaient pas faire les choses. Elles n'osaient pas faire les choses, elles n'osaient pas demander, elles n'osaient pas aller vers les gens. Et en fait, moi, c'est un des trucs qui a fait que beaucoup de choses se sont débloquées pour moi, c'est oser aller un peu ouvrir des portes qui avaient l'air fermées. Et vraiment, genre en les enfonçant plusieurs fois, même des fois, on en avait discuté dans le podcast qu'on avait fait ensemble, mais même quand il y avait un non, j'y retournais, parce que j'étais sûre de mon idée, et puis au bout de 2-3 non, après j'avais un oui. Mais ça dépend beaucoup de l'environnement dans lequel tu évolues en étant enfant, je trouve. Oui, ça va. Et je trouve, je sais pas pour vous, mais moi il y a des fois je tombe dans cette énergie féminine, pas parce que je l'ai décidé, mais il y a des fois parce que juste je suis fatiguée d'être dans mon énergie masculine quand toute la journée l'idée, tout le monde, machin, je rentre à la maison, j'ai juste envie d'être toute douce, d'être tranquille et d'incarner un peu plus cette douceur et ce rythme peut-être un peu plus posé. Complètement, ouais. Ça fait beaucoup avec le cadre que tu as à la maison aussi, je trouve. Je trouve qu'on parlait du Valais avant, mais le fait d'être en Valais, de sortir, d'avoir les vaches, d'être à la campagne, moi ça me recentre vraiment. Je pense que c'est comme ça que j'arrive à faire autant de choses, à être vraiment recentrée. Et si je reviens par rapport à la question du réseau, bon, on est toutes quand même très digitales. Quand on est dans le digital, on a tendance à être isolé, parce que du coup, on est un peu seul derrière notre écran. C'est pas comme si on avait tous les jours plein de collègues, voilà. Est-ce que vos réseaux respectifs, ils vous apportent comment ça se matérialise quand on est digitalisé, et qu'est-ce qu'ils vous apporte? En fait, ce qui est bizarre, c'est que chaque personne a une influence différente. Par exemple, mes amis vont m'aider à me recentrer et peut-être à retrouver, je sais pas, beaucoup de simplicité dans ce que je fais. Et puis par exemple, dans le monde du business, j'ai peut-être des gens qui vont pouvoir m'amener à rencontrer d'autres gens qui sont intéressants pour développer mon business. Et même dans le business, j'ai des gens qui m'amènent vers une introspection de moi-même, un peu plus dans la spiritualité par exemple. Et du coup, chaque personne a vraiment une casquette hyper différente. Ouais.
Mais je sais pas si tu ressens ça, mais toi justement qui a quand même, on parle de réseaux sociaux, une bonne base de personnes qui te suivent. Moi j'ai remarqué aussi que ces personnes-là, justement ce réseau-là, c'est les personnes qui vont finalement être un gros moteur. Parce que c'est ceux qui vont venir t'apporter alors pas tous, hein, mais en général ceux qui te suivent assidûment, c'est ceux qui sont plus positifs, etc. Et c'est ceux qui vont te faire sentir en fait que ce que tu fais c'est génial, que ce que tu fais c'est bien. Quand tu as la chance de les rencontrer en vrai aussi ou des choses comme ça, c'est là où tu dis waouh, mais en fait il y a ces gens-là derrière et tout. Et je trouve que c'est une force, mais incroyable. C'est assez déroutant au C'est début. puissant. Hein, Au début c'est bizarre. C'est bizarre, ouais. Mais c'est puissant. Parce qu'ils connaissent ta vie et puis toi c'est comme s'il y avait un... C'est bizarre. Ouais. Mais savoir que tu as un impact, Ouais, c'est ça. que ce que tu fais c'est un impact, parce qu'au final tu fais tes trucs, tu es derrière ton écran, tu te rends pas trop compte quoi. Ouais. Et quand tu vois l'impact que ça a, parce que les gens te le disent, C'est vrai qu'au début, je me incroyable. disais, en fait, mon métier, il sert à rien, tu vois. Je me disais, c'est trop triste, mais je sers à rien. Puis après, quand il y a des gens qui t'écrivent, ah, j'ai fait cette randonnée, j'ai trop aimé, j'ai passé un bon moment. Déjà là, tu dis, ah, je sers à quelque chose, parce que du coup, j'aurais fait découvrir quelque chose et j'aurais fait ressentir des émotions. Ou bien juste qu'ils disent, ah, ben, ça m'a fait plaisir de te voir aujourd'hui. Enfin, en fait, tu dis, je sers pas à rien, peut-être j'apporte un peu de bonheur et de légèreté. Ça, ce que vous dites finalement, c'est un peu de l'énergie féminine du coup. Je sais pas trop si les hommes, si l'énergie masculine, elle ressent ça. Tu sais que moi j'ai beaucoup d'hommes qui me suivent. Ouais. Enfin, il y a beaucoup. Non, j'ai quand même 7% de femmes, j'abuse un peu. Mais il y a 30% Mais d'hommes. les hommes ont plus tendance à venir vers moi, par exemple, quand ils me croisent, je te suis avec ma copine, on aime trop ce que tu fais, viens on fait une selfie. Et genre ils arrêtent Nadim, donc mon copain, et dès qu'ils ont plus ils osent plus dire qu'ils te suivent. Tu sais, les filles sont plus gênées d'avouer qu'elles te suivent sur les réseaux. Des fois, j'ai des discussions avec des filles et moi, je pars pas du principe que tu sais ce que je fais. Et au fil de la discussion, je comprends qu'elles savent tout de ma vie, mais qu'en fait, elles ont pas dit, tu vois. Ah, moi, ça m'est déjà arrivé. Je raconte tout, tu vois. Et... Où les gens, souvent, ils te fixent dans la rue. Ils te reconnaissent. Ça, c'est le prix de Non, mais la gloire. fame. c'est plus agréable quand on vient dire hey, salut Oui, que ouais, quand que- on te fixe et t'as l'impression qu'on est en train de bitcher sur toi et toi t'es là bon. Tu sais pas si c'est positif ou négatif. Bon, ça m'a jamais arrivé d'avoir l'impression qu'on me fixe, mais C'est Joey souvent qui me dit il y a quelqu'un qui se regarde. Tu m'avais dit une fois dans le train, il y a Pas quelqu'un ceux qui qui me ont regarde. 200 000 abonnés. Je sais pas. Ou alors que tes pubs elles font 500 000 vues par année. Et puis tu sais, tu t'es pas rendu compte parce que de nouveau, tu disais que c'était pas matériel, tu vois. Oui, En fait, tu t'es pas rendu compte que tu sais, quand tu vois 100 000, bah, en fait, c'est un super Tu sais pas ce que ça fait. Quoi. C'est vrai. Donc oui, enfin, c'est là aussi là que tu réfléchis à ce que tu dois dire, à ton... Ouais, à ton impact, ouais. c'est ça, exactement. Juste pour en revenir sur les personnes qu'utilisaient du réseau, moi je trouve tellement important d'avoir des personnes qui t'inspirent, qui sont proches de toi. Pas seulement celles que tu vois en scrollant sur Instagram, etc., mais justement au quotidien. Moi, je sais qu'il y a des gens, c'est mes puits d'énergie. Dans le sens où genre, je vais épuiser mon énergie d'eux parce qu'ils en ont beaucoup. Après, il y a d'autres gens qui prennent ton énergie, mais j'adore m'entourer de personnes. Je sais que j'ai mes personnes dans mon entourage, je les connais. Toi, t'en fais partie, tu vois. Non, mais c'est vrai, le genre de personne qui est vous aussi, du coup, maintenant, mais de voir qu'il y a d'autres personnes qui entreprennent, qui sont positives, Moi, une journée comme ça me remplit. Je rentre le soir, c'est Bah, pump ça it up donne dans la des idées, voiture. là, t'es là, ouais, c'est ça. Ouais. Tu vas pas écouter du Céline Dion. Ouais, j'ai pas... Mais là, alors, Mais tu vois, du coup, c'est intéressant parce que tu parlais aussi des gens qui nous suivent, mais c'est aussi les gens comme nous. Enfin, tu rencontres en fait des entrepreneurs, des gens sur les réseaux. Et je sais pas vous, mais en tout cas, moi aujourd'hui, mon entourage, c'est que des gens qui souvent entreprennent. J'ai plus beaucoup de personnes parce que du coup, ils ont les mêmes enjeux et puis tu as les mêmes problématiques. Et souvent, c'est des gens qui viennent te nourrir en fait. Et je crois que comme tu es fatigué aussi à la fin de la journée, tu as besoin de ça. Et puis, je pense pas que ce soit égoïste, mais. moi, Ouais. j'ai arrêté beaucoup de relations. Hein. Mais vraiment, et encore là, ces 2 dernières années, il y a pas mal de gens que j'ai enlevé de Ton répertoire. ouais, c'est ça. C'est dur, dur, c'est hein, l'inverse. mais- Hein. Tu sais que j'ai plus de gens qui sont pas entrepreneurs qui m'entourent, mais c'est des gens que je connais depuis très jeune, tu vois. Et en fait, ça me permet aussi de sortir de ce milieu-là et de reprendre, d'avoir les pieds sur terre et puis, je sais pas, de m'inspirer de leur vie du quotidien, qui est parfois, je pense, plus simple qu'en tout cas la mienne. Et de puiser des idées là-dedans, dans leurs vraies problématiques du quotidien. Et tu vois, mon Tu copain, vois. il me dit tout le temps, essaye de voir des gens qui entreprennent pas, qui font autre chose et tout. Il me dit, pour comme ça te déconnecte. Mais moi, actuellement, je suis dans un mood où j'ai pas envie. Et c'est très difficile. J'ai pas. Et dès que je suis avec des gens qui entreprennent pas, qui sont totalement dans une autre dynamique, dans un autre niveau,
j'ai une patience ultra limitée et j'ai envie de retourner dans ce que je... Mais je pense que c'est un peu toxique en ce moment, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que parfois, quand je passe du temps avec des amis qui sont pas dedans, mais des vrais amis qui me nourrissent, c'est une parenthèse dans le temps. C'est assez fou quand même, la déconnexion que ça va provoquer. Quoi. Donc, ouais, parfois, personnellement, je me sens en décalage, tu vois, avec les amis que j'ai de longue date. Parfois, je suis en décalage. Quand à 21h, je leur dis, moi, je rentre à ce qui est demain, dimanche matin, je vais bosser. Tu te dis, mais en fait, c'est ça qui me fait kiffer, plus que de passer la soirée jusqu'à minuit. Voilà, c'est ça. Avec des small talk. J'ai du plaisir, mais à traîner. Les small talk, moi, je suis à la petite. C'est ça, une journée comme ça, si tu passes avec des personnes justement avec qui t'as pas autant de plaisir et avec pas les mêmes centres d'intérêt et tout, tu rentres, mais t'es lessivé. Tandis que là, comme on a dit, on sera dans la voiture comme Bella, puis ça va être c'est trop énergisant. Quoi. Nous, on lessivé quand même un petit peu, mais... Et des fois, t'as la flemme. Des fois, t'as la flemme d'expliquer ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Moi, je dis plus. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai plus besoin d'expliquer ce que je fais de mes journées. Ouais. C'est ça. Bon, alors hier, t'as été là, avant-hier, t'étais là. Oui, plus ou moins. Est-ce que ça, c'est un problème que, tu vois, t'es ce côté où on te suit et puis peut-être tu peux pas partager en direct Non, mais parce qu'en vrai, il y a tellement de choses aussi que je montre pas. Ouais. Et puis, je poste aussi beaucoup en décalé. C'est-à-dire que ce que je poste, c'est des choses que j'ai vécues il y a 2-3 semaines. Donc, quand je vois mes amis, j'ai toujours des trucs à... toujours des trucs à raconter. Je pense que le dernier truc moi, que j'aimerais dire par rapport à cette histoire de réseau, c'est que au tout début, moi, quand j'ai commencé, j'ai cherché vraiment à me connecter avec un maximum de monde. D'ailleurs, je vais dire les noms parce qu'on ne va pas se cacher, mais j'avais envoyé un message à l'époque à Méline Borajo, qui a... À l'époque, elle avait 40 000 abonnés. Aujourd'hui, elle en a plus de 130, un truc comme ça au moment où on tourne. Et je lui avais demandé, en fait, je crois que je lui ai proposé qu'on se voit, qu'on fasse du contenu, un truc ensemble. Et en fait, elle m'a pas envoyé bouler, mais elle m'a un peu envoyé bouler. Enfin, elle m'a répondu genre une semaine après. Déjà, j'avais super mal pris parce qu'elle avait répondu une semaine après. Et elle m'a dit oui. Enfin, elle était très vague, mais aujourd'hui, en fait, avec le recul, je comprends en fait. Je comprends de ouf. Et maintenant, c'est moi qui dois dire non parce que je dois tellement préserver. Déjà, j'ai un temps ultra limité parce que j'ai beaucoup de clients. J'ai beaucoup de choses à faire, team à gérer, business à faire grandir, stratégie, ma vie à moi, mes hobbies, tout ça. Et du coup, je ne peux plus. Et c'est horrible, hein. Des gens à l'époque qui mettaient une semaine à répondre à leurs messages, je les comprenais pas. Maintenant, c'est devenu maintenant, c'est ça. Voilà, c'est ça. En fait, tu te rends pas compte, mais tu passes ta journée à répondre à des mails, à les clients, et puis le soir, tu rentres et t'as 15 WhatsApp. Et ça, c'est pas... Enfin, je trouve que moi, encore aujourd'hui, c'est une partie avec laquelle j'ai beaucoup de difficultés. En fait, tu as envie de couper, puis tu dis, c'est quand même important. Moi, j'ai l'impression d'avoir réussi à mettre de côté cette culpabilité parce qu'avant, je me sentais coupable parce que j'aime bien répondre rapidement aux gens, tu vois. Vu que je le faisais pas, j'étais c'est pas bien, je réponds pas et tout. Et maintenant, je crois que j'ai let go de ça et je suis là, genre juste, c'est pas physiquement faisable. Enfin, c'est juste, c'est pas possible. Il y a juste pas assez de temps dans une journée pour tout répondre. Même les emails, maintenant, il y a des fois, les gens, ils savent, genre, juste tu m'appelles si c'est vraiment urgent. Parce que, en fait, ma valeur ajoutée, elle n'est pas d'en taper sur un clavier pour répondre à 100 emails dans la journée, quoi. Moi, c'est ce que j'ai appris cette année en déléguant. Hein. Ouais. C'est, en fait, déjà, là, pour spoiler aussi, on a dû faire un organigramme, on a établi les profils que j'allais chercher l'année prochaine pour faire grandir la boîte. Qui est-ce que je prends en Suisse, qui est-ce que je prends à l'étranger, etc. Enfin, quel typologie de profil. Et en fait, la personne que j'ai pris pour m'aider à faire ça, elle m'a clairement mis dans un rôle de dirigeant en disant... parce qu'en fait, moi, j'étais très... oui, alors ça, ce serait bien pour la fin d'année. Et puis elle m'a dit, non, mais en fait, ça commence en janvier si tu veux que ce soit comme ça en fin d'année. Et elle m'a mis dans ce truc de préservation d'énergie, de comprendre la valeur de mon temps. Parce que si je suis capable de faire 600-700 000 francs de chiffre d'affaires à l'année, c'est pas que mon taux horaire est à 900 francs de l'heure, mais c'est que je suis capable de générer une ressource qui va me péjorer si je fais moins bien que ça, en fait. Et toutes ces choses-là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devenu crucial de choisir avec qui tu travailles, qui tu choisis dans ton entourage, tes amis, tes proches, avec qui tu passes du temps, avec qui tu passes pas du temps. C'est très hautain, mais c'est très réel, en fait. Moi, je pense pas que ce soit autant. Ouais, c'est pas autant, je pense. Et je pense qu'on se juge beaucoup sur certaines choses où, au final, non, c'est juste, ça fait partie du game. Donc, est-ce que t'es dedans ou est-ce que t'es pas? Ouais, c'est être exigeant, ouais, c'est ça. Ouais. Et ouais, dans ce sens-là, il y a des projets que je vais accepter par coup de cœur. Ils vont rien m'apporter, voilà, mais c'est du coup de cœur. Et il y a d'autres que ça va vraiment être purement être un calcul de est-ce que ça m'apporte quelque chose ou pas, quoi. Je suis d'accord. Et je pense qu'il faut toujours cette fameuse règle de Pareto, on l'a bouffée à toutes les sauces.
Mais c'est vraiment, je dirais même un peu moins, le 90-10 peut-être, mais moi je réfléchis toujours à 90% du temps, 80% du temps, ça doit apporter quelque chose. Et il y a d'autres fois où je me dis 20%, c'est je plante des graines aussi parce que genre tu donnes et tu sais jamais ce qui va revenir en retour. Il y a une phrase qui est assez vraie, ce que tu donnes, tu le reçois. Ouais. C'est vraiment... moi j'y crois, c'est dur comme du fer. Ouais. Et je me dis pas ça parce que je me dis que je vais recevoir quelque chose en retour, je me dis juste que c'est un fait. Mais de toute façon, pour moi, tu reçois pas toujours en retour de la personne qui t'a donné. Ouais, c'est la vie, c'est exact. Et je sais pas si vous réfléchissez aussi, mais dans votre parcours, il y a des gens qui vous ont marqué, je pense, parce qu'ils ont donné sans compter. Mais tu sais pas pourquoi. Tout d'un coup, ils t'ont donné plein de conseils, etc. Et moi, aujourd'hui, quand je peux, et puis que j'ai l'occasion et que j'ai un moment où je suis disponible, je le fais. Et parce qu'on l'a fait pour moi. Et parfois, ça a été une phrase, ça a été une après-midi et ça a tout fait débloquer. Et en fait, je trouve que quand tu gardes ça en tête, c'est un vrai échange. Et puis, comme tu dis, c'est pas la même personne. Mais c'est un échange universel finalement. On va recevoir les plats, mais ça me fait penser à quelque chose, c'est que j'ai eu pas mal de prospects ces derniers temps en appel qui me parlent de figures dans l'accompagnement business, que ce soit entrepreneur.com ou d'autres personnes connues. Et en fait, ces gens-là, au lieu de choisir convenablement la personne qui vont les mentorer dans leur business et avec leurs objectifs, ils ne regardent pas qui est la meilleure personne pour le faire. Ils vont regarder qui est la personne la plus fancy, l'effet de halo. Et c'est très dangereux aujourd'hui, ça, pour choisir les bonnes personnes avec qui tu veux travailler. Cindy, toi, cette année, il y a un grand événement qui est venu chambouler toute ta vie pro, ta vie perso. C'était un événement que tu souhaitais, hein, c'était clairement pas un accident. Et suite à cette nouvelle, tu as traversé un petit moment où ton business il a ralenti. Mais c'est aussi parce que toi, personnellement, tu as ralenti. Ça nous fait revenir aussi au fait que on est notre business et on le porte souvent avec beaucoup de responsabilités. Comment est-ce que tu as rebondi et qu'est-ce que tu ferais de différemment si c'était à refaire ? Effectivement, c'était quelque chose que je préparais depuis presque 2 ans. C'était voulu depuis presque 2 ans, donc il y a eu un peu d'anticipation avant, ce qui a permis aussi, je pense, de ne pas trop couler durant ce moment-là. Donc la bébé arrive fin décembre, non, pas tout de suite. Mais fin décembre, arrive fin décembre. Mais les 3 premiers mois, j'ai eu beaucoup de chance, mais la fatigue a pris beaucoup le dessus, ce qui fait que j'ai beaucoup écouté mon corps, j'ai beaucoup écouté ma créativité, mon inspiration du moment. Et j'ai la chance d'avoir justement pris 2 ans à construire un business dans l'optique que je savais que je voulais avoir un enfant, en sachant que je suis seule dans mon business, j'ai personne qui m'aide, etc. Donc j'avais vraiment construit un truc en amont qui m'a permis au moment où c'est venu de pallier entre guillemets à l'inconnu finalement. Mais là, l'inconnu elle est toujours là et c'est un peu la chose qui est un peu embêtante. Mais j'ai profité vraiment des phases d'énergie. Parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup comme ça, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup en last minute, je travaille beaucoup plus facilement en last minute qu'autre chose. Et du coup, tous les moments où j'ai de l'énergie, j'en profite, quitte à ce que ce soit les soirs, les week-ends, etc. J'ai un entourage qui comprend ça. Et du coup, vraiment, je peux pallier au manque d'énergie qu'il y a eu au début en le renforçant maintenant pour préparer aussi la suite qui arrive. Complètement, ouais. Et ça, je savais pas du coup qu'en fait, à la base, EasyCrea, du coup, c'est né de la volonté d'avoir un business qui tourne tout seul finalement. Est-ce que tu trouves que c'est la réalité, ça tourne vraiment tout seul ou il faut quand même mettre des énergies? Je dis ça par rapport au mythe que les gens ont tendance à penser du business digital en général. Non, alors, je dirais pas que ça tourne tout seul parce que clairement, je dois fournir un service à l'intérieur. Ouais. Je dois répondre aux clients, je dois gérer tout ça. Mais disons que maintenant que le produit est développé et que le marketing est entre guillemets bien réglé quand même par phase, ça tourne en semi-automatique, je dirais. Il y a besoin de moins d'efforts pour que ça tourne au complet. Et Exactement. surtout par rapport au chiffre d'affaires qu'il faut générer, etc. Exactement, c'est ça. Ouais. Mais après, c'est aussi parce que j'ai commencé il y a 5 ans, c'est pas le premier produit que je lance. J'avais déjà une communauté, donc il y a eu beaucoup de phases d'essai avant de trouver ce produit-là. Mais c'est clairement pas facile au début. Alors concrètement, pour les futures mamans qui nous écoutent, je pense peut-être certaines d'entre nous un jour, comment est-ce qu'on organise justement concrètement l'arrivée d'un enfant quand on est entrepreneur solo? Je ne vais pas du tout passer par une experte parce que clairement j'y vais un peu au jour le jour actuellement. Je dirais que c'est d'anticiper l'inconnu, enfin c'est horrible à dire comme ça, mais d'anticiper l'inconnu dans le sens où on ne sait tellement pas comment on va réagir physiquement, mentalement,
un jour après l'autre, hein, parce qu'il y a des jours c'est pump it up et le lendemain tu pleures au fond du canapé. Bon, ça, je crois que ça nous arrive à toutes. On sent tout pas. On sent tout pas. Mais quand on sent c'est un peu plus poussé encore. Et c'est vraiment le côté qu'est-ce qui est dans mon contrôle, même plus tard, qu'est-ce qui sera dans mon contrôle, qu'est-ce que je dois absolument fournir, et qu'est-ce qui peut être anticipé avant ou qui peut être fait sur le moment, mais un peu de manière très tranquille, quoi, finalement. Est-ce que c'est une bonne idée pour toi de justement de se dire je lance maintenant un produit digital au début de ma grossesse pour que ça tourne tout seul quand je serai enceinte, quand j'aurai accouché? Si tu as déjà une communauté qui est là, potentiellement ça peut te faire un petit coussin au début, mais ça va pas tourner tout seul pendant que toi t'es pas là, quoi. Donc si tu as une communauté, que tu es déjà lancé et tout, peut-être, mais si vraiment tu débutes dans l'entrepreneuriat et que c'est le premier truc que tu lances, t'as pas de communauté, t'as pas de réseau, t'as rien du tout, non, clairement pas. C'est pas la solution de facilité, loin de là. Et donc c'est un mythe, hein. Moi j'aimerais vraiment l'arrêter parce que j'ai tout le temps, j'ai sans arrêt des clients, des prospects qui viennent me voir pour des trucs qui tournent tout seuls. Donc si je reviens à ce qui s'est passé en début d'année, donc t'es tombée enceinte, t'as eu cette baisse d'énergie, le business a commencé aussi un petit peu à ralentir parce que oui, au début c'est un peu un effet décalé, hein. On fait des efforts, ils arrivent un petit peu plus tard. Et puis tout d'un coup, ça commence à baisser parce qu'on a arrêté de les fournir au bout d'un moment. Et puis ces derniers mois, tu as redonné un gros peps pour les derniers mois de ta grossesse. Qu'est-ce que tu as mis en place du coup, vraiment concrètement pour te dire ça tient? Est-ce que tu te dis, je fais des efforts maintenant pour que ça tienne jusqu'à la fin de ma maternité et ça s'arrête là? Ce qui a été déterminant, c'est le moment à partir duquel où je suis revenue sur les réseaux. Parce que t'avais déserté. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai déserté complètement Instagram, qui est quand même mon levier principal d'acquisition. Et j'ai complètement délaissé cette partie-là pendant 3 mois. On m'a quasiment pas vue, ou alors 2-3 stories par-ci par-là. Et en fait, c'est à partir du moment où je suis revenue que ça a repris un petit peu. Et donc, mais pendant ce temps-là, c'était un système de membership qui tournait. Donc, tu avais quand même du revenu récurrent tous les mois. Alors, certes, moindre par rapport à ce qu'il y a quand je suis active tout le temps, mais c'était quand même là. Donc il n'y a pas rien eu du tout, ça c'est sûr. Mais du coup, dès que j'ai commencé à revenir, et donc du coup là je suis à fond en mode marketing, etc. pour faire entrer un maximum de personnes d'ici la fin d'année. Et qu'ensuite j'ai qu'à fournir le contenu et répondre à mes clientes. Et en soi, je pense qu'en 1 ou 2 heures par jour, grand max, après j'y arrive. Si je dois pendant 3 mois me focus que sur les clients et pas sur l'acquisition, c'est ça, c'est vraiment pouvoir me focus que client et pas acquisition. Ouais. Ça. Et du coup, je connais la réponse, mais toi, Aude, du coup, tu avais pas mal déserté les réseaux. Enfin, ouais, ça fait, voilà, c'est ça. Et à l'opposé, on a Camille qui, toi, tu ne peux pas déserter les réseaux. Comment raconter un peu vos expériences J'aimerais bien avoir ta vision des choses. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'arrêter ? Et toi, qu'est-ce que ça fait de ne plus avoir les réseaux sociaux? En fait, si tu veux, moi j'avais aussi principalement mes acquisitions sur les réseaux. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était quand même très fatigant. Et puis un jour, je me suis dit, c'est vrai que ça fait un peu peur parce que si je suis plus là, ça tourne plus. Et puis c'est aussi là, nous on avait 20% d'acquisition au niveau de la publicité, sauf qu'on n'y mettait pas vraiment les moyens, que ce soit en termes de créatif, que ce soit en termes de de ressources externes. Et puis je me suis dit, je vais justement inverser cette fameuse loi de Pareto. Et puis j'aimerais bien que 80% de mes acquisitions elles viennent des réseaux, de la pub. Et puis en fait j'ai mis le focus à fond là-dessus. Puis c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui ont l'impression de plus me voir, mais en fait j'ai rarement autant travaillé que maintenant, sauf que je suis en sous-marin. Donc c'est une nouvelle façon de travailler, puis c'est aussi une façon de s'appuyer sur quelque chose d'externe, et puis c'est des fois agréable. Mais je sens que ça me péjore sur le long terme. Parce que les gens, ils ont besoin d'un humain, ils ont besoin d'une image, ils ont besoin d'une réassurance. Avant, typiquement, j'avais pas beaucoup de services clients sur qui j'étais, sur le fait de rassurer auprès de la marque. Et puis là, je commence à sentir que ça vient, ces questions. Donc c'est important aussi d'avoir un équilibre par rapport à ça. Mais quand tu dis, juste pour quand tu dis publicité, tu dis publicité sur les réseaux? Exactement, Meta Ads, toute la publicité. Toi, Camille, sur les réseaux, qu'est-ce qui se passe là? Je l'avais déjà expliqué avant qu'en 2 ans, depuis que je me suis lancée à 100%, il y a eu un jour où j'ai pas posté ni traité mes mails. Après, franchement, je poste 6 fois par semaine, 6 jours sur 7, parce que le vendredi, samedi, je poste pas, mais le dimanche, je poste 2 fois, donc ça s'équilibre.
Mais c'est mon revenu qui s'envole en soi, hein, parce que c'est... Mais après, je pourrais faire moins, disons. Je pourrais faire moins, c'est juste que je suis passionnée par à chaque fois créer, proposer des nouvelles choses. Et j'avoue qu'il y a aussi beaucoup de mandats d'entreprises qui ont des trucs qui sont vraiment cool. Donc ouais, je suis tout le temps amenée à vouloir créer et poster. Et c'est dur pour moi de ne pas le faire. En fait, c'est un travail que je dois faire sur moi, de me dire ok, aujourd'hui, je poste rien parce que c'est aussi bien pour les gens, tu vois, de pas tout le temps avoir ma tête. Des fois, c'est pénible, tu vois, quand tu vois quelqu'un H24, quand tu connais sur les réseaux. Du coup, c'est bien que si j'arrive à me retirer de temps en temps. Et pour moi aussi. Alors, c'est intéressant parce que la question que j'avais pour vous, c'était quelle stratégie vous avez mis en place pour souffler. Donc toi, c'était les méta-ads. Et là, si toi, demain, Camille, tu devais souffler, tu ferais comment? J'ai déjà commencé à mettre un peu en place. Comme je l'ai expliqué avant, c'est pas possible pour moi de souffler pendant une journée entière. Par contre, je m'octroie des moments dans la journée. Par exemple, si je suis invitée dans un hôtel, par exemple, pour filmer, je vais peut-être filmer pendant 2-3 heures et je vais m'octroyer 1h30 où vraiment c'est du pur kiff, où je vais au spa et je laisse mon téléphone dans la chambre. C'est plus des moments. Mais ça me convient pour l'instant. Très très bien. Moi, j'avoue que je te rejoins Cindy parce que je sais que le projet d'un enfant, il arrivera tôt ou tard parce qu'il est voulu. Et c'est vrai que je réfléchis de plus en plus comme ça en me disant comment est-ce que je peux faire pour que le business il tourne pas toujours avec moi. Et par rapport à ce qu'on a dit avant, plutôt dans l'épisode, c'était cette histoire d'ambition. C'est assez difficile de venir viser un chiffre d'affaires x2, x3 chaque année. Et en même temps de se dire comment je fais pour moi de plus en plus être loin du vice, c'est vraiment un challenge. Mais je pense que c'est ce que j'ai envie d'adresser pour 2026. J'ai envie de me dire comment est-ce que je deviens une vraie CEO en fait. Et je fais tourner cette entreprise avec l'équipe qui va avec tout le service qui va avec, sans que ce soit toujours moi au four et au moulin, quoi. Même à terme, ne plus être CEO, mais être juste dans ton board, tu vois. Ah, ça, ce serait illégitime, ouais. Ouais, le problème, c'est que je suis le produit, tu vois. Oui, sur le... C'est ça, donc... Et moi, j'ai pas envie de m'éloigner de ça. Enfin, de ce côté-là, j'ai une vision assez à l'opposé de vous deux. C'est que... vous aussi, vous aimez ce que vous faites, hein, je dis pas du tout l'inverse, mais j'ai pas envie d'avoir une équipe, j'ai envie de déléguer, j'ai envie d'avoir une entreprise en fait où je peux faire des choses que j'aime, qui me permet de vivre au quotidien, de faire vivre ma famille, d'aller plus loin que ce que je pourrais avoir juste avec du salariat, mais surtout d'avoir cette liberté. Et en tout cas, peut-être que c'est juste des mauvaises expériences que j'ai eues. J'ai l'impression qu'à partir du moment où tu as une équipe et tout ça, tu gagnes une certaine liberté, mais d'un autre côté, il y a d'autres endroits où tu perds. Et je pense peut-être que ça doit être simplement des mauvaises expériences que j'ai eues, mais je pense que c'est pas que des mauvaises expériences, c'est qu'il faut aimer manager, des équipes quand même. Ouais, il faut aimer travailler en équipe et... Mais clairement, tu perds en liberté sur d'autres choses, où clairement, tu es moins dans l'opérationnel. Moi, c'est très rare que je mette les mains dans le cambouis. Je le fais ponctuellement quand j'ai envie, parce que tu peux aussi te dire j'aime bien faire ça, donc je vais peut-être le faire pour un client. Mais globalement, après moi, c'est des choix personnels. Moi, j'adore plus l'aspect stratégie et orchestré. Mais l'aspect opérationnel, ça n'a jamais été mon kiff. Et ça me va comme ça. Mais le tout, c'est de savoir ce qui te plaît à toi et puis d'intégrer à ton quotidien, quoi. Et c'est pas parce que certaines ont ambitions justement de déléguer, d'avoir plusieurs choses que tu peux pas juste toi avoir ton petit truc que tu fais. Et c'est ok aussi, tu vois. Je pense que vouloir déléguer, vouloir grandir par une délégation, ça doit être mûrement réfléchi parce que en fait, c'est le meilleur moyen de t'exposer en plein vol en fait. Parce que si tu as une équipe, que ça va pas, que ça se passe mal. J'ai des clients qui ont essayé de déléguer cette année parce qu'ils sont sur un coup de tête, ils ont décidé de déléguer telle ou telle chose. Ça se passe souvent mal parce que c'est mal délégué en fait. Ouais. Et c'est surtout savoir qu'est-ce que tu délègues. Ouais. Qu'est-ce que tu délègues? J'ai discuté il y a récemment avec un autre entrepreneur qui me disait là j'essaye de plus déléguer à mon assistante, etc. Enfin, il disait que lui ce qu'il adorait c'était faire les séances individuelles avec ses clients. Et dans le domaine du sport, et il adore faire des séances individuelles avec ses clients. Et il disait mais j'essaie de déléguer un maximum, d'apprendre ma méthode à mon assistante et tout, comme ça elle veut reprendre des clients et moi je vais pouvoir me concentrer sur le marketing. Alors j'aime pas trop faire ça, mais il faut qu'on voit ma tête et tout. Et j'étais en fait, du coup, tu délègues la partie que tu aimes le plus dans ton business. Et c'est souvent là, je pense qu'après, les gens, ils se crament un peu. Et puis, t'es plus bien dans ce que tu fais, dans ton job. C'était dommage. Et c'est très marrant que tu dis ça parce que, tu vois, moi, la boîte, elle a grandi très vite en peu de temps.
Et ça me passionne, hein, ces sujets de structure et tout. D'ailleurs, moi, je pense que je pourrais passer une semaine avec toi et te demander comment tu as fait pour gérer tout ça avec Lane de fil en aiguille. Parce que en fait, le truc, c'est que grossir pour arriver à un chiffre d'affaires solo, c'est pas que c'est facile. Je dis pas que c'est facile, mais c'est faisable, seul. Mais en fait, le moment où tu veux aller plus loin, aller viser dans des plus gros chiffres, bah là, tu dois avoir une équipe. Et tu as tellement de variantes pour y arriver qui vont toutes s'impacter les unes entre elles, que tu peux pas faire ça seul. Et c'est ce qu'on apprend dans la structure d'entreprise, hein, quand tu structures. C'est marrant parce qu'à l'école, on t'apprend, à l'université, on va parler de PME, de grandes boîtes, etc., etc. Nous, quand on se lance et qu'on bootstrap, on est tout seul, solo, on n'a pas du tout la structure d'une boîte. Et en fait, il faut réunir les deux. Et moi, c'est ce que j'ai appris à faire pour déléguer. Tu dois voir la boîte comme une boîte et déléguer. Et tu peux pas déléguer au bol parce que tu vas te retrouver avec des cons qui savent rien et des gens qui font mal le boulot et puis pas la bonne structure, quoi. Et à contrario aussi, je dirais de la croissance juste pour de la croissance. C'est à nouveau, c'est choisir un peu quel style de vie tu veux aussi, parce que c'est un style de vie différent. Et la croissance pour la croissance, ça veut dire aussi que tes marges, elles diminuent, parce que tu as beaucoup plus de couches, de strates, que ce soit en termes de management ou en termes d'employés. Et à chaque couche que tu rajoutes, il y a une partie de ta marge que tu perds, parce qu'il y a des inefficiences. Et nous, par exemple, on avait grandi, je crois, la première année, on était 7 ou 8 avec des salaires suisses. Ah ouais. Donc, et j'ai brûlé tout le cash. C'était beaucoup trop rapide comme croissance. Et là, on a rediminué. Et là, on a une taille que moi, j'apprécie. Typiquement, j'aimerais pas avoir... J'ai pas comme volonté de faire grossir Lane pour moi. Qu'on soit entre 5 et 10 personnes, ça me suffit. Et j'ai pas du tout envie que ce soit plus gros que ça. Et pour moi, ça dessert l'objectif que j'ai en tête. Et malheureusement, à nouveau, c'est un peu les fantasmes autour de l'entrepreneuriat. On se dit, toujours plus gros, il faut faire 10 millions de chiffre d'affaires, sinon c'est nul. En fait, pas du tout, quoi. Parce que si derrière, tu as une marge qui est pourrie, moi, je préfère avoir une petite structure super efficiente, qui paye tout le monde très bien, qui ont une espèce de grosse machine qui est pas efficace, quoi. Exactement, moi je suis totalement dans ce mood-là parce que c'est ce que je répète tout le temps à l'équipe, hein. Oui, il nous faut des nouvelles personnes, c'est moi qui paye le prix fort en ce moment parce que c'est moi qui fais le taf de toutes ces personnes que je devrais embaucher. Mais c'est comme ça en fait, je préfère construire plus doucement, faire attention à mes marges, faire attention à qui j'ai dans la boîte et ça fait partie de la stratégie 2026, quoi. Mais et au-delà aussi de cet aspect croissance de l'entreprise, d'un côté délégation, moi je me sens bloquée. Les seules fois où j'ai eu des personnes avec qui je déléguais, en fait, tout le process de tout prend 30 fois plus de temps parce que tu dis ok, j'ai une idée, je peux pas juste passer ma soirée à faire ma petite page, lancer le lendemain, faire mon post Insta et tout. C'est obligé de passer par une, puis après l'autre. Comme l'autre c'était une freelance, il y a des autres clients, donc il faut attendre, il y a un mois de délai et tout. Et en fait, tu perds ce côté spontané. Et je pense, moi, c'est un truc qui a fait ma force dans tout le long de mon business, c'est que j'ai une idée, je la mets en place, ça fonctionne pas, on adapte. J'ai une idée, je la mets en place, ça fonctionne pas, on adapte. Complètement, ouais. En plus, toi, ces derniers temps, ce que tu as mis en place, c'était exactement ça. Hein. C'était du tac, tac, tac. Tac, ok, il y a ça fonctionne tac, pas, 2 jours après, c'était mis en place. Ça fonctionne pas, on réessaye, on fait autre chose, on enlève. Et ça, quand tu as une équipe, j'ai l'impression que c'est plus compliqué parce que les gens ne sont pas dans le même... Là où tu peux pas exiger des gens d'être aussi rapide que toi. C'est différent. Là où ça devient magique, c'est quand tu t'entoures vraiment bien. Alors Dieu sait que moi je me suis entourée, mais de personnes, je pourrais raconter des histoires. J'avais pris un associé qui avait en fait un casier judiciaire, je l'avais jamais vu. Oui, parce qu'il m'était recommandé par quelqu'un. Qui m'a volé ma base de données client, j'ai dû traîner au tribunal. Enfin, moi, j'ai vraiment des histoires, mais picobello. Bref, donc je me suis bien mal entourée sur mes premières aventures entrepreneuriales. Et par contre, tu as le côté magique où quand tu as une bonne équipe, en fait, une bonne équipe, moi, je sais que là où je dis mes filles parce que c'est horrible, ça fait maternaliste un peu, mais parce qu'on est une équipe féminine. On est une équipe féminine, mais je veux dire, toutes, je sais qu'elles sont meilleures que moi sur les trucs sur lesquels je les mets, donc j'ai toujours hâte de voir ce qu'elles vont me produire. Ou la CEO de Lane, par exemple, elle est beaucoup plus réactive que moi. Moi, j'ai un rythme quand même assez lent. Elle, ça avance, mais à 2000 km/h, et je sais qu'elle va livrer beaucoup plus rapidement que moi, par exemple. Mais tu sais, c'est assez marrant parce que j'ai toujours dit, je veux créer la boîte dans laquelle j'aurais rêvé de bosser.
Ouais. Et j'ai toujours dit ça, mais les premières fois que je le disais, je matérialisais pas visuellement ce que ça voulait dire. Je me disais juste, j'ai envie de créer la boîte où j'aurais rêvé de travailler. Et effectivement, alors au tout début, quand j'ai commencé vraiment à travailler main dans la main avec Eva ou avec Maëlle cet été, etc. Elia, même Inès, c'était très difficile. J'ai ressenti ce que tu as dit, les spontanéités, parce que ton business, tout est là-dedans. Alors bon, moi j'ai fait beaucoup sur Notion, donc le business était aussi sur Notion, mais quand même tout est là-dedans à la base. Et du coup, j'ai senti cette frustration de la rapidité qui n'est pas là et qui était difficile. Et en fait, une fois que l'équipe était en place, que Eva elle a vraiment pris sa place, que Maëlle a pris sa place, qu'ils prennent leurs projets, qui sont meilleurs que moi sur beaucoup de sujets, bah en fait, là par exemple hier quand on a fait la session de stratégie pour 2026, c'est incroyable. En fait, t'as tes collègues, mais c'est ta boîte. Et ça, c'est un truc que je ne m'attendais pas à ce que ça devienne ça, de créer sa boîte et de la kiffer autant en fait. Avec les bonnes personnes évidemment. Aussi les bonnes personnes aussi, quand tu es bien entouré, ils vont te dire mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, comment je peux t'aider, et puis tu sens qu'ils ont envie de se dépasser aussi. Ils vont prendre la responsabilité. Exactement, avec et puis, toi. Moi je le ressens aussi avec 2-3 personnes. C'est agréable de savoir que même si là j'ai vécu un moment un peu plus difficile, même à ce moment-là, au contraire, j'ai été un peu poussée par eux. Parce que, tu vois, j'avais des comptes à leur rendre au final. Je les paye chaque mois, etc. Donc ça te pousse aussi à faire mieux et puis à faire un peu un compte rendu. Parce que des fois, tout seul, il faut quand même se botter les fesses, tu vois. Donc d'avoir une équipe de l'air, je trouve que ça aide. Mais c'est sûr que la rapidité... Quand tu as les salaires à payer à la fin du mois, mais ça c'est un truc qui m'a donné des coups de boost à des moments où j'étais là, genre il faut que j'aille décrocher ce contrat parce que... D'ailleurs, on est le 17 là, c'est bientôt. Ouais. Je pense que ça dépend aussi si tu as des employés ou que tu travailles avec des freelances. Je pense aussi c'est ça. J'ai jamais eu l'expérience employée. Oui, ouais. Et je pense que ça fait déjà aussi une énorme différence. Je m'attendais pas à vivre la différence. Ah ouais? Non, pas du tout. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai eu des salariés, C'est pas pareil. c'est complètement différent. Ouais, je pense que tu réfléchis vraiment différemment. Ouais. Et t'as une équipe en fait, t'as une vraie équipe. Et ce que tu crées aussi, la culture que tu mets autour, parce que tu peux être dans une entreprise où les salariés se sentent pas du tout impliqués, tu vois. C'est vraiment toi ce que tu crées autour de ça. Et comment est-ce que tu incarnes ton leadership et comment est-ce que tu emmènes tout le monde dans ton aventure. Et au final, tu as aussi la pression, je dirais, parce que les gens croient en toi plus que l'entreprise. Et du coup, ça veut dire aussi que tu as la pression de... Je peux pas montrer quand je flippe. Moi, il y a plein de fois où je flippais et j'étais là, genre, en fait, tu peux pas montrer. Parce que sinon, tu fais flipper tout le monde. Et tu es vraiment dans une position, et c'est bizarre de le mentionner comme ça, mais il y a des fois, tu as un peu l'impression d'être un parent. C'est vraiment ça. Où tu peux pas tout montrer. Surtout quand ton stagiaire, il a 10 ans de moins que toi. Exact. Ouais. Non mais oui, mais tu dois garder... c'est ça, en fait, tu dois être toujours le capitaine de ton bateau. Ouais, c'est exactement ça. Et puis tu coules avec et tu restes... c'est bon, j'y vais. Tu dois rester... Et avant, on parlait de sensibilité féminine. Et par exemple, moi, moi, je suis quelqu'un, je me remets vraiment énormément en question. Mais ça fait partie de ma nature. J'aime me remettre en question. Tu vois, j'ai merdé, ok, je vais analyser, je vais regarder, etc. C'est comme ça. Et en fait, c'est vrai qu'auprès de l'équipe, j'ai l'impression parfois que je passe mon temps un peu à me remettre en question aussi par rapport à eux. Et du coup, je vais prendre en compte tout ce qu'on me dit, je vais l'analyser et je pense que c'est un truc que je vais jauger avec le temps, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut vraiment prendre et qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre des gens avec qui tu bosses. En fait, faut vraiment trier. Puis au fond, c'est toi le capitaine, c'est toi qui as l'expérience, les trucs, c'est intéressant, mais c'est de l'énergie à protéger aussi s'il n'y a pas des bons trucs à prendre, quoi. Moi, c'est encore pire parce que c'est mon mec qui bosse avec moi. Non, mais on s'entend trop bien et tout. Mais du coup, parfois aussi, on s'emballe dans les trucs. On est là, peut-être que là, on devrait juste mettre pause et vivre une vie privée normale, c'est. Parce que t'es là dans le truc et puis tu vois pas le temps passer. Mais c'est une chance parce que c'est quand même vachement cool. Il bosse pas à 100% avec moi. Ouais, c'était cool. Mais moi, on avait beaucoup parlé de ça, j'ai trop de la peine à déléguer. Parce que j'arrive pas à accepter qu'on puisse pas être dans ma tête et direct capter ce que j'ai envie. Même des fois, je parle avec Chat là et ça, il m'énerve parce qu'il comprend pas ce que je veux. Mais en fait, je lui ai rien expliqué. Comment tu veux qu'il comprenne, tu vois? Je sais pas, genre, j'ai un problème avec ça de poser en fait et d'arriver à exprimer ce que je voudrais avoir comme résultat. Ouais. Il y a beaucoup de mèmes qui passent comme ça sur Internet, de graphistes qui disent justement ne vous inquiétez pas, on est sauvés parce que
si on allait être remplacé par l'IA, ça voudrait dire que les clients devraient expliquer exactement ce qu'ils veulent. Ouais, ça j'ai vu passer, c'est exactement ça. Mais c'est vrai. C'est exactement ça. Il y a deux aspects, enfin c'est soit tu expliques vraiment bien ce que tu veux et du coup tu dois passer du temps à expliquer, ça peut t'atteindre quelque chose. Soit tu n'expliques rien et you let go et tu fais confiance. Et moi j'ai appris avec le temps à me dire c'est pas comme ça que j'aurais fait, mais de voir au final que le client est satisfait par exemple et de me dire en fait il n'y a pas mort d'homme, it's ok, oui j'aurais pas fait comme ça mais ouais c'est vrai, lâcher prise aussi sur certains et faire confiance. C'est ça. Mais ouais, moi, je t'envie sur le fait que, en fait, je trouve ça vraiment cool d'être aligné avec l'ambition qu'on a par rapport à la taille qu'on veut d'entreprise, la gestion qu'on veut, qui on veut pas. Parce qu'il y a un truc aussi, c'est que il y a être dans une boîte locale avec des employés, un bureau, etc. Ça, c'est une manière de gérer les choses. Et dans le business digital, ce qui s'est fortement développé ces dernières années, c'est de s'entourer de freelance, d'avoir des gens avec qui tu bosses. Alors franchement, c'est pas non plus super facile, et c'est pas non plus super agréable. Et surtout, c'est pas la culture suisse. Non, c'est ça. Les 3/4 du temps. Ouais. Donc c'est un petit peu... c'est compliqué quoi. Ouais, parce que la majorité du temps... Alors, j'ai eu des mauvaises expériences et tout. Les filles avec qui j'ai travaillé, elles étaient géniales, chacune dans leur domaine et tout. Et je pense que c'est juste moi qui n'avais pas l'âme d'une leader par rapport à une équipe ou comme ça, tu vois. Mais c'est surtout que quand tu travailles avec des freelances aussi, t'es leur cliente. Oui, aussi, ouais. Ta posture est vachement différente que quand c'est une équipe à toi. T'es une cliente, t'es pas une chef d'entreprise, c'est une cliente. Et déjà rien que ça... Après, je pense que c'est quand même une compétence de savoir déléguer, c'est difficile. Déjà de savoir ce que tu veux, de te structurer, de mettre un cadre. Ça s'apprend. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que c'est que, tu vois, c'est pas un truc qu'on t'apprend non plus, même à l'école ou quoi. Enfin, de déléguer, c'est... Qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école? C'est une bonne question. Je vois pas grand-chose. Pour citer Naval Ravikant, qui disait... Non mais toi tu dois connaître Naval, je pense. Non, même pas. Non, tu connais pas Naval Ravikant? Ah non mais... Angelist, le fondateur. Un énorme business angel aux États-Unis. Ok, non. Ok, je pensais que tu connaîtrais. Non. Il disait le truc qui peut le plus vous servir dans la vie, c'est de lire un manuel de macro et microéconomie. Ouais. Et sur le fond, tu vois, c'est ce qu'on t'apprend à l'école. C'est des quoi, on t'apprend. Sur le fond, moi quand je réfléchis à certains trucs, je réfléchis ça tout le temps. Mes cours de macro micro ils me reviennent sur différents sujets. Hein. Ah ouais. Ah tout le temps. Mais ça t'as pas à l'école de base. Non, t'as pas l'école de base. C'est des cours plus poussés. C'est des cours d'économie, quoi. C'est ça. Mais ça, tout le temps, ça me revient. Par exemple, quand un client, il me dit ouais, ça, tu penses que ça va marcher? Ou est-ce que tu penses que mon offre, elle est bien, etc. Et à chaque fois, j'ai un petit truc qui va me dire c'est l'offre et la demande, quoi. Enfin, tu vois, c'est un truc comme ça. Et en fait, la micro et la macro, c'est quand même des sujets complexes qu'il faut pouvoir vulgariser. Ouais. Et c'est pas facile. Du coup, quand ils te disent oui, prends un livre de micro, macro et lis-le, ça dit, et je trouve que ça t'aidera toujours à t'enrichir. Oui, non, clairement. Je pense juste les compétences globalement qu'on nous apprend aujourd'hui, en fait, elles sont complètement déconnectées du monde dans lequel on est. Quoi. C'est juste hallucinant. On nous apprend à exécuter et pas à guider, tu vois. C'est l'inverse, à comment suivre une consigne. Ouais. Et puis l'inverse, c'est plus difficile. Moi, en 2025, j'ai compris que j'avais vraiment un impact. Non pas que par le nombre d'abonnés ou voilà, quand même, toute plateforme confondue, plus de 115 000 abonnés. Il n'y avait pas que ça en fait. Il y avait le fait que dans un monde où on peut faire du contenu en veux-tu, en voilà, il y a beaucoup de brouhaha, il y a beaucoup de choses, comme tu disais en fait, créer à foison de la ressource et c'est devenu assez facile de produire, mais c'est devenu de plus en plus difficile de produire du contenu pertinent et de qualité. Et en fait, ça a démarré de là, cette réflexion où je me suis dit, mais c'est quoi le sens en fait de mon impact? Pourquoi il y a autant de gens qui me suivent? Pourquoi il y a autant de gens qui m'écoutent? Pourquoi il y a autant de gens qui donnent du crédit à ce que je dis? Et ça a vraiment été une question où aujourd'hui, j'ai pas totalement la réponse. Hein. Je pense que ça dépend aussi tout un chacun et de ses raisons de suivre ou de sa propre mission dans la vie. Et du coup, par contre, ce que j'ai compris, c'est que ce qui drivait tout ça, c'était vraiment les valeurs. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'être ici, chez Gilles. Et c'est aussi pour ça que je vous ai choisi, en fait. La plupart du temps, on pourrait se poser des questions, mais qu'est-ce qu'elles ont en commun? Évidemment, on a des choses en commun, on a des choses qui nous différencient complètement. Mais ce qui m'a vraiment profondément marqué cette année, c'était de comprendre mes valeurs et de l'impact qu'elles avaient dans la capacité à transmettre, à la fois avec nos clients, à la fois avec la création de contenu, avec tout ce qu'on pourrait avoir. Et dans ce sens, une des dernières questions que j'aurais à vous poser pour cet épisode,
c'est une question assez profonde dont moi-même j'ai de la difficulté à répondre. Enfin, je pense que je sais parfaitement pourquoi, mais j'ai de la difficulté à l'exprimer encore très clairement en une ou deux phrases. Et j'ai envie de vous la poser. Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui? Non, mais c'est assez facile. C'est vrai? Ouais, pour être libre. Tu vas dire la même chose. Ouais, c'est vraiment la liberté. Moi, c'est plus pour inspirer les gens et les inviter à découvrir peut-être le monde d'une autre façon. Plus pour eux que pour moi. Au final, je me rends compte au travers de la discussion. Toi, Aude? Moi, je pense que c'est la recherche de la liberté. Et surtout, j'ai depuis toute petite une soif de créativité que j'ai de la peine à assouvir. Et je pense que je ne pourrais pas vivre sans créer. Je suis d'accord, ouais. Je pense que ça fait partie de moi, hein, tout simplement. J'ai la sensation, moi, que je fais ça pour donner. Alors, c'est pas donner ce qu'on m'a à proprement donné. J'ai juste envie de disperser l'information et le savoir et les choses parce que je trouve que ça nous aide tous à avancer plus vite dans la vie. Il y a vraiment ça. Et je trouve que ma vision, en fait, par rapport à mes débuts, elle a complètement changé cette année. Où au début, j'obéissais vraiment en voyant les grands et en me disant « Ouais, mais moi, je veux aller là-bas ». Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas vraiment ça, le but. Mais c'était de faire son chemin à soi unique. Qu'est-ce qui a changé dans votre vision cette année? Chaque année est différente, mais on a tous appris quelque chose. Qu'est-ce qui a changé cette année pour vous? Moi, je dirais que j'avais tendance à trop me disperser, puis à vouloir tout faire et à plaire à tout le monde. Ça va paraître cliché, mais il faut vraiment sélectionner. Et vraiment, maintenant, c'est plus faire de la qualité et moins de quantité. Et vraiment avoir de l'intention sur pourquoi je fais les choses et est-ce que c'est vraiment aligné avec la direction dans laquelle je souhaite aller. Et je pense savoir faire un travail de me dire où est-ce que je vais être dans 10 ans, mais très clairement, de vraiment visualiser et de me dire tout ce qui ne va pas dans cette direction, out of the picture, genre j'en veux pas. Et ça vraiment, j'ai rarement été aussi alignée et ancrée dans ma vision. Où avant, je disais, ah oui, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, mais concrètement, je ne l'incarnais pas. Aujourd'hui, je l'incarne vraiment. C'était un manque de confiance aussi dans ce que tu pouvais faire et ce que tu pouvais avoir? Je pense que j'étais un peu délulue. J'étais un peu délulue. Je pensais qu'on pouvait tout faire et que j'avais pas besoin de faire de choix. Et je m'imaginais que les journées étaient sans fin. Mais en fait, tu te rends compte que les ressources sont vraiment finies. Tu as beaucoup moins de temps que tu penses. Et que du coup, bien sélectionner et être intentionnel, c'est clé. Sinon, tu n'arriveras pas à tes objectifs. Toi, t'en penses quoi? Mais c'est drôle parce que je te rejoins, c'est sur le travail que j'ai fait cette année sur aussi prioriser. Je pense que j'avais peut-être aussi cette créativité qui pouvait peut-être me perdre un peu et puis de savoir exactement où je vais et puis tu disais avant que tu as aussi quelqu'un derrière toi, ton copain qui t'aide beaucoup. Moi je pense que j'ai aussi été bien encadrée cette année et ça m'a fait beaucoup de bien de dire mais pourquoi tu fais ça, l'ordre dans lequel exécuter, etc. Et puis ça m'a fait du bien aussi pour ma vie personnelle en fait. Moi, je pense que c'est le lâcher prise. Lâcher prise sur les trucs qui sont hors de ton contrôle. Pour focus vraiment sur les trucs, bon ok là, il y a plein de choses, il y a plein de solutions, il y a plein de chemins possibles, mais sur quoi est-ce que j'ai le contrôle réellement? Pas forcément à 100%, mais au moins à 80%. Et sur quoi j'ai pas le contrôle et finalement ça tu laisses un peu de côté parce que tu sais pas. Tu t'es obligé de jongler avec, mais pas faire en sorte que ce soit le premier truc qui vienne en tête. Quoi. Est-ce que le fait d'être maman en devenir, ça apporte une nouvelle vision des choses, une dimension différente? En fait, parce qu'à partir du moment où tu l'apprends, t'as l'inconnu total de plein de choses. Ouais. Et en fait, de vraiment faire ce travail de ok, je peux gérer ça, j'ai le contrôle sur ça, j'ai pas le contrôle, donc ça se passera comme ça se passera. Mais ça aide vraiment. Je pense que j'ai aussi fait beaucoup ce travail cette année, hors le côté entrepreneuriat, mais aussi pour moi, sur les choix qu'on doit faire, pour l'accouchement, pour les trucs comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut contrôler à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on contrôle pas? Puis se focus vraiment que sur ce qu'on peut contrôler, quoi. Et du coup, est-ce que ça libère aussi la créativité qui aura tendance à être un peu restreinte si on a toujours envie d'avoir le contrôle? Ouais, vraiment. Quand tu lâches le contrôle, c'est là où la créativité, elle se développe. Ça, c'est chez nous. Ouais. Et toi Moi, je suis toujours à 1000 à l'heure et ce que j'ai appris à faire cette année, c'est à dire ok, stop. Regarde déjà tout ce que tu as fait et prends juste le temps d'apprécier et de ne pas culpabiliser un petit peu d'être là où tu en es aujourd'hui. Et vraiment d'apprécier le moment présent. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur ça. C'est ça, c'est vrai, on oublie. Hein, que... ouais.
En fait, tu culpabilises, mais en fait, T'as travaillé pour. t'as tout fait pour. T'as tout fait pour, ouais. Et puis t'as donné parfois ton sang, ta chair pour y arriver, Ouais. donc c'est clair. Mais par contre, j'ai quand même encore du mal à profiter vraiment de ce que j'ai fait. Tant en termes de revenus, que de clients, que de réussite, etc. C'était... ouais, j'ai du mal à profiter encore. Ouais. Parce que j'ai l'impression que j'y suis pas encore, donc... Ouais, mais je pense que c'est important d'apprécier chaque étape et de prendre le temps, sinon tu t'essouffles aussi. Et t'es toujours dans la recherche de ce qu'il y a après, tu sais. C'est ça, moi j'étais toujours plus, je voulais toujours... Tu sais, genre je signais un mandat et je pensais déjà au mandat suivant au lieu de me dire « Oh ok, je célèbre le mandat que je viens de signer et on verra la suite plus tard, tu vois. » Est-ce que vous pensez qu'il faut une mission pour réussir aujourd'hui? Il faut avoir une mission forte en soi et... Après, il y a mission. Et je pense qu'on a tous des talents et des dons, et puis plus on les partage, plus ça nous revient. Enfin, c'est ce qu'on disait avant. Et puis je pense aussi que la mission, elle est dans les valeurs. Donc, si tu suis des valeurs, ouais. Que ta volonté de... Moi, ce qui me motive souvent, c'est de me dire, et à nouveau apprécier ce qu'on a, juste la chance des cartes avec lesquelles on est né, parce que déjà, juste, on est en Suisse. Enfin, rien que ça, on fait mieux que 99,9999% de la population. Et juste se dire, moi, ce qui vraiment me frustrerait, c'est de me dire, je suis arrivée à la fin de ma vie et j'ai pas exploité toutes ces cartes qu'on m'a données, juste par respect pour ceux qui n'ont pas eu les opportunités que moi j'ai eues. Et de me dire, genre, ok, on m'a donné ça, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est ça qui me motive chaque jour, où je me dis, ok, what's next? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Comment je vais pouvoir exploiter plus ce qu'on m'a donné? Et en fait, il y a peut-être ce côté aussi curiosité, genre, jusqu'où je vais aller? Qu'est-ce que la vie me réserve? Et de se dire, j'ai envie de voir, je suis vraiment curieuse de voir la suite. Et le fait de ne pas savoir, quelque part, il y a un côté excitant. Ouais. Et, Maintenant, oui. Et avant, c'était plus compliqué pour moi à gérer. C'était angoissant. C'était angoissant. Et maintenant, en fait, je me dis, ça peut être vraiment très cool. ouais, ça peut être très... Ouais, exact. Ouais, ouais, complètement. Et je pense qu'on a tout un peu ce côté anxieuse, hein, c'est sûr, en fait, hein, je crois. Oui, 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 on l'a tous. là. Par contre, je pense aussi il y a un truc qu'il faut gérer, et ça va beaucoup mieux. Au début, j'avais un peu eu trop comme on dit. Ah oui, Parce oui, que quand tu es tout le temps ouais, sur les réseaux, c'est vrai. tu vois que ça va toujours plus vite, et puis qu'il y a une belle tendance, et ça, tu peux vite te perdre dans ce que les autres font. Ouais. Et quand je me suis aussi focus sur mon truc, et puis que j'ai arrêté de regarder, ça m'a fait du bien. La Parce que comparaison, tu peux toujours ouais. faire mieux, tu peux toujours faire plus, tu peux toujours faire autre chose, et c'est la meilleure façon de te perdre. Et surtout, tu vois pas derrière genre, les ressources que les gens ont, les systèmes qui leur permettent de faire ce qu'ils font. Donc c'est clair Et depuis que... combien de temps ils le font? Ouais. Ça. Mais pour revenir sur la mission, je pense que sur les réseaux sociaux encore plus qu'ailleurs, c'est de mon expérience, si t'as pas de mission, en fait, t'arrives pas à véhiculer de bons messages et c'est difficile de te construire une vraie communauté, tu Puis vois. c'est éparpillé aussi, je pense. Et pourquoi tu le fais? Parce que Ouais. des gens qui partagent des looks, il y en a beaucoup, tu vois. Et pourquoi ça te différencie? C'est souvent ta mission qui aide à te démarquer, je pense. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Et aussi quand tu fais les choses pour les bonnes raisons. On parlait avant des produits digitaux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui le font parce qu'ils pensent que c'est de l'argent facile. Plutôt que de dire, ok, là je vais lancer une formation en ligne ou ce genre de choses, mais qu'est-ce que réellement ça va aider les gens à faire plutôt que de se dire, je vais pouvoir récolter tant d'argent en tant de temps sans avoir beaucoup de travail, etc. Tu vois. Mais ça, tu vois ce que tu viens de dire, j'aimerais bien qu'on le crie haut et fort. Hein. Vraiment. C'est pour ça que c'est important. Ouais, de le dire. clairement. Franchement, Ouais, en fait, puis c'est là où tu te rends compte aussi quand t'es animé par la passion, tu vois. Et que t'as envie de construire coûte que coûte. Je pense que ça différencie, c'est sûr. Hein. Et c'est aussi ce qui te fait perdurer parce que en fait c'est fatigant. Ça faut aussi le dire. Je pense que si t'es pas animé par ça, au bout d'un moment t'abandonnes parce que Vraiment. t'es plus. Si t'as pas la petite flamme. En fait c'est un peu comme toujours un premier rendez-vous. Faut toujours retomber en amour de son business parce que sinon. Après il y a la routine et puis. Du coup, j'ai une question à vous poser parce qu'on arrive, on arrive sur la fin. On est à la conclusion, on a mangé le dessert, c'était bon, ça vous a plu, j'espère. Oui, c'était délicieux. Délicieux. Incroyable. Merci. J'aimerais qu'on se tourne vers 2026 et je vais vous parler de challenge. Je vais commencer je vais vous parler moi de mes challenges 2026 parce qu'on en a un petit peu parlé, on a un petit peu fait le tour. En 2026, j'ai une grosse ambition. J'ai envie de faire décoller CTB d'un point de vue écosystème local. Moi, j'ai pas l'ambition d'aller à l'international. J'ai envie de rester active dans la Suisse romande et d'avoir un impact dans l'écosystème entrepreneurial de prestation de services typiquement.
Et mon grand challenge, c'est de continuer une belle croissance. Je dirais pas une grosse croissance parce que c'est pas ce que je vais chercher, enfin, je m'en fiche. Et de construire une équipe qui se sentira le mieux que possible, vraiment équipe, une team, vraiment une vraie équipe, dans toutes les valeurs de la boîte, qui sont in fine les miennes en fait à la base. Et comment je vais faire ça? On a déjà commencé, on a commencé à mettre en place tout ce qui était stratégie, on s'est réunis avec l'équipe, on a mis des projets chaque année. Et là-dedans, on a inclus une partie kiff, parce que franchement, avoir juste des projets pour faire des projets, c'est pas drôle. Donc on s'est mis des petits projets kiff pour toute l'année et puis pour toutes les personnes qui vont venir avec nous au fur et à mesure. Ça, c'est mon grand challenge 2026, qu'il va falloir porter avec des petites épaules, ça y est. Et vous, quels sont vos objectifs du coup? Ou challenge, on va dire? Oui, il y a beaucoup d'inconnus qui vont être réglés d'ici la fin de l'année. Et vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer. C'est toujours un peu comme ça lorsqu'on est dans le milieu des startups où on a des levées de fonds. Là, on a 2 levées de fonds en préparation. Donc, c'est toujours se dire combien est-ce qu'on va lever, puis qu'est-ce que ça va nous permettre de faire. Et puis, en fonction de ça, en fait, je pourrais définir mon année 2026 parce que j'aurai mon budget déjà pour me dire je peux faire telle ou telle chose. Je dirais plus à titre personnel. On en a parlé un peu au début. Moi, ce qui m'intéresse, c'est j'ai été très côté, on appelle ça opérateur, c'est-à-dire la gestion de l'entreprise, moins du côté investisseur. Et j'ai vraiment envie de plus pénétrer le monde de l'investissement. J'ai une amie, par exemple, qui est en train de lancer un fonds de private equity, donc pour l'achat et la revente d'entreprises. C'est un domaine qui m'intéresse également, donc j'ai envie de me plonger un peu là-dedans et puis apprendre plus. Pour moi, c'est aussi la chance qu'on a, c'est de pouvoir apprendre dans les domaines qui nous intéressent. Ouais, c'est ça. Et moi, il y a vraiment ça. Puis le côté AI aussi, où on a toujours la FOMO de se dire mais j'ai vraiment envie de mettre un peu plus le nez dedans. Surtout que sur les aspects techniques, je sais que c'est quelque chose qui m'intéresse également. Donc. Mais ça, c'est un truc auquel je veux rebondir, c'est que le fait d'être entrepreneur à son compte, être libre, comme tu disais, en fait, ça nous apporte la liberté de choisir les domaines dans lesquels on va se pencher et les domaines sur lesquels on va travailler. Et en fait, la phrase très cliché qui nous dit c'est quoi cette phrase choisis ton travail et tu ne travailleras pas pour le reste de tes jours. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Ça, c'est la chance que ça nous donne. Ouais. Cindy, toi, je pense que le challenge, ça va être accueillir un enfant. Le challenge est plutôt obvious pour moi. Non, le challenge dans tout ça, hors le fait d'accueillir un enfant, ça va être de vraiment ne pas me perdre dans le tout ou pas. De pouvoir avoir chacune des parts, et on rigolait, je rigole souvent avec ça, c'est que de devenir une mempreneur, c'est pas pour moi. Je vais être une maman, une entrepreneur, une femme, et je veux pouvoir allier tous ces aspects de moi sans me perdre, sans en sacrifier une, etc. Et ça va être le gros challenge de l'année prochaine. Moi aussi, j'ai quelques inconnus pour la fin de l'année, donc ça va dépendre un peu aussi de comment ça va se passer. Par contre, ce que je sais, c'est que je suis plus motivée que jamais. Et en fait, j'ai retrouvé un second souffle cette année. Et j'ai envie de vraiment me remettre sur les réseaux, de reconnecter, d'avoir un lien d'humain à humain. C'est quelque chose qui m'avait un peu manqué. Donc je pense que je vais vraiment focuser là-dessus. Puis aussi sur mon bien-être dans tous les sens du terme. Et puis je pense que la reconnexion aussi, ça va beaucoup me plaire. Donc je me laisse surprendre et puis je me laisse guider par l'énergie là. Quand je suis à fond, donc ça c'est quoi? On ira faire du spa le jeudi quand il n'y a personne. Ça, c'est un bon choix. Moi, je pense que c'est pas un grand challenge, mais j'aimerais rester fidèle à moi-même et être très authentique sur les réseaux, ce qui peut parfois être difficile. Et puis, apprendre à lâcher prise et à m'octroyer du temps sans culpabiliser. Ça, c'est vraiment mon goal ultime. Et apprendre un petit peu à déléguer aussi. Et aussi vraiment quelque chose que j'aimerais améliorer d'un point de vue purement business et contrat, c'est d'avoir plus de contrats sur le long terme. Comme ça, je travaille plus avec les mêmes marques sur un vrai projet. Voilà, ça serait mieux. Ouais, je te rejoins. C'est à part ça, moi je vous ai donné tous mes projets pro, mais c'est vrai que privé, j'en ai pas trop parlé. Mais c'est vrai que moi, il y a quand même un peu, je te rejoins Camille, cette volonté de profiter un peu plus, d'avoir un peu plus, de prendre le temps. Tout ça, il y a un équilibre pro à trouver. Et je trouve que là, ce que j'ai fait comme travail en cette fin d'année pour restructurer l'entreprise en vue de 2026 avec une équipe qui s'augmente, etc., ça devrait me permettre d'atteindre cet objectif-là. Donc je me dis, en fait, je trouve que c'est important de se dire comment j'ai envie d'être l'année prochaine et d'aller vers ça
qu'importe l'inconnu en fait, c'est juste de tendre vraiment sur ce qu'on a envie d'être. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Un dernier mot pour la fin, qu'est-ce que vous retenez de nos conversations? Hyper enrichissante. Incroyable. Oh ouais, ça m'a bien remotivée. Et Hyper puis, inspirant. ouais, ça ouvre les perspectives et tout. Enfin, il y a une belle. Enfin, je trouve que tu as fait une belle synergie. Reste là. Vraiment, boost, je trouve, l'énergie en fait, c'est ce qu'on disait. Il y a des gens qui te prennent l'énergie, il y en a d'autres qui t'en donnent et puis qui te donnent envie d'aller plus loin. Et ce genre de moment, c'est exactement ça. Pump it up dans la voiture, Mais là, c'est important de ne pas oublier ça, que des fois, quand tu te sens un peu down, ben, tu remontes ton énergie en groupe et tout. Bon là du coup vous pourrez regarder de nouveau l'épisode, il sera remettre ce moment-là, c'est clair. Ouais, complètement. Et est-ce que vous aurez envie de transmettre quelque chose à quelqu'un qui nous écoute, sachant que l'audience peut être assez large, hein, des entrepreneurs, des gens qui n'entreprennent pas forcément, un mot, un mantra en fait à vous qui pourrait inspirer? Moi, je dirais crois en toi, parce qu'il n'y a personne qui le fera autant bien que toi. Ben, moi, j'ai envie de dire, on est sur la fin de l'année et puis faut oser. Juste réaliser ses rêves, même si c'est un petit truc, juste rentrer dans l'action et puis la suite pourra peut-être découler. Donc, mettez-vous en action. Moi j'ai envie de faire un mix des deux en disant ose et fais et crois, mais vise vraiment là où tu as envie d'aller. Parce que je me suis vraiment restreinte, je pense à un truc de femme, hein, j'en sais rien, mais je me suis tellement restreinte sur qui je pouvais être, sur ce que je pouvais faire. Je me suis tellement mis des barrières en me disant c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Et en fait, qui a dit ça à part moi? Mais tu sais, il y a aussi beaucoup de gens avec qui je discute qui cherchent la bonne idée. Oui. Mais tu vas jamais la trouver. La bonne idée. c'est ça, d'accord. Je l'ai cherché. Oui, il y a un truc qui est très, du coup, par rapport à ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est entoure-toi des bonnes personnes. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Il y a tellement de choses qui te débloquent quand tu t'entoures des bonnes personnes. C'est exactement ce que j'aimerais faire avec CTB. Ouais. C'est savoir que tu peux rentrer dedans, t'as l'écosystème et t'as tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et t'es safe aussi. Ouais, safe, ouais, c'est ça, t'es safe. Parce qu'être avec des gens, c'est quelque chose, mais être avec les bonnes personnes, c'est ça. Moi, je dirais incarne tes valeurs, dans le sens où on parle beaucoup de valeurs, on les met sur papier comme ça, mais concrètement, au quotidien, pose-toi la question, est-ce que j'incarne vraiment les valeurs que je prône? Et moi, j'ai remarqué cette année, par exemple, qu'il y avait certaines valeurs que je respectais pas, si j'étais honnête avec moi-même au quotidien. Et là, j'essaie vraiment plus d'être aligné avec ça et de m'y tenir et d'être discipliné par rapport à ça. C'est vrai. Tu sais, en début d'année, je posais pas mal de vidéos de moi à Pau. Enfin, je faisais tout l'hiver, j'ai fait de la Pau. Et petit à petit, le travail a pris tellement de place que j'avais plus l'équilibre pro-perso. Pourtant, je continuais de le dire alors que c'était pas ce que je faisais. Et c'est une conversation avec Cindy que j'ai eu à un moment donné où elle m'a dit mais toi, tu fais que bosser de toute façon. Et j'étais là. Putain, en fait, je fais pas ce que je dis. Et ça m'a vraiment, j'ai tellement culpabilisé que j'ai commencé à me dire, ok, on avoue, c'est pas le cas en ce moment, mais on tend vers ça et puis on va faire en sorte que ça fonctionne. Et puis pas mentir aussi, parce que parfois j'ai l'impression que je le répète à l'équipe et je défroche. Je le fais, mais lentement. Comme je dis, pas comme je fais. Je trouve qu'il y a quelque chose qui marche très bien, c'est la visualisation. Et je pense qu'on sous-estime le pouvoir que ça peut avoir. C'est clair, c'est clair. Ouais. Ça, clairement. Ah, mais à 100%. Puis quand tu commences à l'incarner aussi, juste, tu vois, de parler et de poser ses objectifs, c'est déjà le premier pas. C'était un peu. Et puis d'en parler, et puis d'oser. Parce que c'est vrai que des fois, même si tu as cette petite idée que tu as envie de réaliser, tu n'oses même pas, parce que tu as déjà peur de ça. Donc, Vous faites des vision boards, des trucs comme ça. Moi, j'avais fait, je crois, il y a 3 ans, je m'étais mis ma photo et j'avais mis le titre du journal Forbes dessus en me disant genre un jour je ferai ce truc et 3 ans après ça s'est passé, tu vois. Alors moi je crois pas dans les vision boards, mais c'est parce qu'en début d'année quand j'avais commencé l'accompagnement avec Squared, il m'avait fait faire la Vivid Vision. Et en fait la différence entre la vision vivide et le vision board, c'est que le vision board tu vas prendre des trucs que tu vas couper dans les magazines et du coup tu vas avoir quelque chose de visuellement fait et accompli. Alors que dans la vision vivide, ça reste dans ta tête et c'est visualisé, c'est créé par ton esprit. Et du coup, tu tends beaucoup plus vers ce que toi tu veux que ce que le vision board il a à t'apporter. Et depuis, je fais ça. Et d'ailleurs, une des dérives qui m'est arrivée cette année, c'est qu'à force de faire la vision vivide sur 5, 10, 15 ans, 20 ans, sur qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie d'incarner, j'ai oublié les 6 prochains mois. Et du coup, j'étais tout le temps dans le futur, en train d'incarner la personne que je voulais être plus tard et pas dans le présent.
Et du coup, ça va être un de mes travaux sur le début d'année de revenir dans le moment présent. Moi, je fais ça, mais un peu inconsciemment, où je m'imagine à l'endroit où je veux être, mais même peu importe où j'imagine ma collaboration avec que je voudrais trop avoir. Et ce qui était fou, c'était que j'avais imaginé atteindre les 100 000 abonnés l'année passée. Et 3 jours avant la date que j'avais fixée dans ma tête, j'ai atteint. Et cette année, j'avais dit à mes parents, en septembre, je suis sûre que je suis dans une maison. Ça n'a pas manqué. Ouais. Mi-août, et du coup, je pense que ça a quand même un pouvoir un peu inconscient. Je suis d'accord. Ça se transforme en plan en fait, ça devient plus juste un rêve. Mais après la question c'est comment j'y arrive en fait, ça devient ton objectif. C'est ça, complètement. Ouais. En tout cas, merci beaucoup les filles. Pour tous ceux qui veulent vous suivre sur les réseaux sociaux, on mettra du coup les liens de tout le monde sur de vos différents business. Donc toi, t'en as du coup plusieurs pour louer les photobooths, voilà. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. J'espère qu'on pourra répéter le concept l'année prochaine avec différents sujets. Vous avez été les premières porteuses de l'idée et je vous remercie. Et en attendant, si vous voulez vous abonner, faites-le. Coach ton business sur toutes les plateformes. Et le podcast qui a été nommé cette année, ça j'avais pas mis sur mon vision board, mais il a été élu meilleur podcast business suisse. Donc on va continuer comme ça l'année prochaine. Si vous avez quelque chose à dire, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. Et on se retrouve en 2026 pour les futurs épisodes de Coach ton business. Voilà. Merci.